Bonjour tout le monde, ici Audrey et Catherine, les co-animatrices de Un peu de crime dans ton café! Et on a des grosses nouvelles à vous annoncer. Tenez-vous bien, j'espère que votre café est bien seté sur votre bureau. Attention, faites pas le saut. On va faire partie de la programmation du Festipod 2021! Yay! Et oui, le Festipod qui va avoir lieu du 2 au 3 octobre prochain au pub L'Adversaire dans Hochelaga Maisonneuve. Alors Catherine et moi, nous allons enregistrer un épisode live sur place. Ça va être à 17h le dimanche 3 octobre. Les billets sont en vente au www.festipod.com et tous les détails sont disponibles sur la page Facebook du Festipod. Et on va aussi vous tenir au courant et sachez que ça va être un épisode exclusif qu'on va enregistrer sur place. Naturellement, ça vous prend vos 2 doses pour y assister. Et sinon, nous, on a super hâte de vous rencontrer, alors venez en grand nombre, ça va être super le fun. Et sachez que si vous achetez un billet pour notre présentation, vous avez accès à tous les podcasts qui vont être enregistrés le dimanche après-midi, donc à partir de 13h, vous pouvez rester là toute la journée, vous pouvez venir juste pour nous aussi, parce qu'on sait que on est vos préférés, puis c'est correct, ça reste entre nous autres. Pas besoin de dire à personne. C'est correct, c'est comme nous avec Éric Bruno. Effectivement. Alors, rendez-vous au festipod.com et sinon, votre épisode de Un peu de crime dans ton café de cette semaine avec du crime et du café, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café entre amis. Aujourd'hui, je suis Audrey, je suis toujours Audrey. Je suis votre animatrice Audrey et je suis avec ma partner, ma meilleure amie, ma complice, Catherine. Catherine, comment ça va? Est-ce que t'es toujours Catherine? Oui, je suis toujours Catherine, puis là, c'est la dernière fois que je parle du FLQ, fait que c'est un peu comme un deuil. Ah, on va le faire avec toi, on va t'accompagner dans ton deuil, vraiment important. C'est drôle comme le temps passe, hein, quand on a commencé le FLQ, il faisait 2 millions de degrés dehors, et cette nuit, j'ai dormi avec des bas de laine. Pour être plus confortable. Ben, je sais! Ah, puis moi aussi. j'ai dormi avec des bas de laine, mais si jamais Éric Bruno ou Sébastien Delorme nous écoutent, c'était des sexy bas de laine. Ben, si tu dormais avec eux, t'en aurais pas besoin, ben. Pas en tout. Voilà. Je sais pas. Ça compte comme du harcèlement sexuel comme dans District 31, ça? Ou on a le droit de dire ça? C'est dégueulasse, sérieusement. Look, do better. We can all do better. Oui. Comme on l'a dit, aujourd'hui, on termine le FLQ et vous allez faire ce deuil avec nous et... on va arriver à destination tout le monde ensemble. Mais là, moi, j'ai hâte de savoir si on l'a eu, notre pays, là. Je veux dire, moi, j'en dors plus. On l'a-tu eu, notre pays, puis je le savais même pas. Ça fait quand même 2 mois que je vous tease avec ça, là. Puis aujourd'hui, je vais vous le dire si on l'a eu ou non, notre pays. On l'a-tu eu, notre pays? Mais là, parce que les épisodes du FLQ, ils sont toujours quand même assez intenses et riches en informations parce que tu es une personne incroyable qui nous fait toujours des épisodes absolument magnifiques. Oh mon Dieu, merci. Il faut qu'on soit réveillés. Alors, le café que je vous recommande aujourd'hui, chers auditoristes, c'est un café qui nous a été offert gracieusement par notre partenaire, le Roasters Pack. Le Roasters Pack qui est un abonnement qui vous donne du café une fois par mois, qui vous fait découvrir des cafés de petites brûleries canadiennes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous vous abonnez au Roasters Pack, vous pouvez choisir votre type de... Vous pouvez choisir si vous préférez... Voyons, comment on appelle ça? Roast. Ta mouture? Non, ta torréfaction. Torréfaction. Ta torréfaction, c'est ça. Tu peux choisir. T'as même pas dit que Mégane était là, Ben puis oui. elle devait être déjà, c'est ça. J'ai été trop vite, guys! Cet épisode est enregistré devant le public. Mégane, comment ça va? Ça va bien. Et toi aussi, t'es toujours Mégane. Je suis encore moi. Torréfaction brune. Je m'excuse. Nice. Je suis trop habituée à te voir maintenant. Je dis, ah, Mégane est là, tout le monde le sait. Je me sens un peu prise pour acquis. Non, c'est pas vrai. Je m'excuse, Mégane. Je voulais plus parler d'Éric Bruno pis de Sébastien Delorme. Non, je comprends ça.
Ça, j'accepte. Ah. Alors, Mégane, le café que je te recommande, c'est un café du Roaster's Pack. Nice! Alors, quand vous vous abonnez au Roaster's Pack... Parle-moi de ça! Hey, je vais t'en parler longuement, là. Puis après ça, Catherine, elle va te parler du FAQ avec encore plus de détails. Et c'est pour ça que je suis là. Hey! Yes! Yes. T'as-tu hâte de savoir si on l'a eu, notre pays? Mhm. Je suis sur le bord de Vous ma êtes gâtés chaise. aujourd'hui, vous avez 2 intros plutôt qu'une. Hey! Pour le prix d'une. Pour le prix d'une, tout est sur Spotify, tout ensemble. Yes, sir! Yes. Alors, le café que je vous Sur les recommande... charts de iTunes. Alors, le Roaster's Pack, service d'abonnement de café personnalisé. Vous pouvez choisir, est-ce que vous préférez une torréfaction brune, une torréfaction foncée, de l'espresso. Vous pouvez choisir, est-ce que vous le voulez déjà moulu, vous voulez le moudre vous-même parce que vous aimez ça vous faire des pipes. C'est comme vous voulez, vous recevez ça une fois par mois dans une belle petite boîte en carton que vous pouvez mettre au recyclage. Après ça, vous laissez à votre chat pour qu'il joue avec. Alors, le café que je vous recommande aujourd'hui, que j'ai eu dans une boîte du Roaster's Pack, c'est une brûlerie dont on vous avait déjà parlé, c'est le Rabbit Hole Roasters qui est situé à Oui. Delsun. Ah, c'est bon ça! J'en ai déjà bu! Alors, c'est Delsun qui est proche du hood de Catherine. Pour vrai. Rabbit Hole Roasters de Delsun. Le café que je vous recommande aujourd'hui, c'est le café Shundisa, qui est un café de l'Éthiopie et qui a des notes de framboise, de violette et de lavande. Alors, Oh. si on a des amateurs de thé parmi nous, il y a vraiment un goût plus herbacé qui pourrait, selon moi, plaire aux gens qui aiment beaucoup le thé vert. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un excellent thé de matin parce que le goût est quand même léger. C'est pas un café qui est trop rond ou trop riche et qui devrait aller assez bien avec ce que vous aimez manger pour le déjeuner, là, vos toasts au beurre de peanuts avec des bananes, Vos Fruit Loops. vos Fruit Loops. Vos Lucky Charms. Alors voilà, c'est le café que je vous recommandais aujourd'hui, le café Rabbit Hole Roasters, le Shundisa. Et je vous recommande, bien entendu, le Roaster's Pack. Excellent service de livraison de café à domicile qui va vous faire découvrir des cafés de tout le Canada, Anne-Marie ou ce qui est Anne-Marie. Maintenant, je vais arrêter de dire des niaiseries et de faire la pire introduction de Mais, l'histoire des podcasts. Si je peux exprimer, si je peux partager mon expérience du Rabbit Hole, moi j'avais goûté au Churro Pampa, qui avait des notes de mangue, beurre de cacao, canneberge et noix de Brésil, et c'était vraiment excellent. Oh my god. C'était Ben oui, ça doit. c'était un café très sucré, mais aucunement acide. Puis très rond en bouche. Fait que je pense que je vais aller essayer celui que tu viens de nous présenter. Oh mon Dieu, vous avez eu 2 introductions et 2 recommandations de café! Et c'est malade! J'espère qu'on va l'avoir, notre pays, là. Tout va tellement bien. C'est comme Noël en septembre, c'est C'est malade. Noël des campeurs. Alors, Catherine, Oui. est-ce que t'es prête à nous pitcher la 4e partie du FLQ? Oui. Yes, sir! On va avoir notre pays, notre podcast, notre fromage, notre café. Là, je vais commencer par vous le spoiler, là. On l'a pas eu, notre pays! Oh, sacrement! Ah! C'était tout ça pour rien! Ah! Fait que là, aujourd'hui, on est enfin arrivé à la conclusion de ma série sur le FLQ qui va quand même avoir duré 2 mois. C'est long dans la vie d'une personne, 2 mois à juste passer au FLQ. Ce fut On un est des labeur personnes d'amour. différentes maintenant. Absolument, je ne suis pas la même que lorsque j'ai commencé à lire le maudit livre de Darcy Jenish. Fait que c'est ça. Ça fut un labeur d'amour, laissez-moi vous le dire. Ça m'a pris tellement de recherche écrire ce maudit épisode de Schneid, mais ça a aussi pris une partie de ma santé mentale. Puis là, à ce stade-ci, je peux affirmer que je suis assez solidement convertie par le FLQ et que je suis totalement en amour avec le jeune Paul Rose. Pas le Paul Rose de maintenant, parce qu'il est mort, mais comme le Paul Rose de 1970 qui avait 27 ans, tu sais, quand même plus proche de mon âge, puis c'est approprié, tu sais. Fait que c'est ça, j'admire son intensité comme les brains puis la petite face cute de Jacques Langto en 1970. C'est ça. Alors, dans les épisodes précédents de l'histoire du FLUC, les gens étaient tannés du patronat et des anglophones, une bande de révolutionnaires a décidé de poser des bombes, il y a eu des émeutes, des gens se sont fait tapocher par la police, Pierre-Éliott Trudeau a viré quasi-despote en faisant rentrer l'armée en ville, puis 2 politiciens, un diplomate anglais et un ministre québécois, ont été kidnappés. À la fin de l'épisode précédent, spoiler alert, Pierre Laporte, ministre du Travail et de je sais pas trop quoi, est mort. Son corps a été retrouvé dans le coffre d'une voiture sur une base militaire de Saint-Hubert. Êtes-vous prête pour la grande finale du FLQ dans votre café? Yes! Oui.
Après la mort de Pierre Laporte, le peuple québécois en entier fait le deuil de l'ancien ministre. Moins de 24 heures après sa mort, la police reçoit un type d'un voisin qui les mène directement à la maison du 5630 rue Armstrong à Saint-Hubert, où avait été détenu Pierre Laporte par la cellule Chénier, qui est composée de 4 membres à ce stade-ci, Paul Rose, son frère Jacques, leur ami Francis Simard et Bernard Lortie. La maison est désormais déserte, là, et sur les lieux, la police peut constater que les kidnappeurs ont quitté le domicile un peu précipitamment. Sur la table, il y a 2 commandes de poulet barbecue et 3 clubs sandwich qui n'ont pas été mangés. Ben voyons donc, c'est un crime. Ben là, c'est épouvantable, amène-les avec toi. Ben là, manger ton club sandwich, moi. Je comprends que c'est une urgence, là, mais amène-les avec toi et les manger dans l'autobus en montant à Montréal, là. Fait que là, dans la maison, la police découvre aussi des manifestes du FLQ, du sang, puis un bottin de gens, peut-être des membres du FLQ, who knows. Et là, la police décide d'arrêter de niaiser et interdit aux médias de diffuser les communiqués du FLQ dorénavant, avant de les avoir remis à la police. Parce qu'on en a parlé, il y avait comme un problème, puis souvent, les manifestes étaient diffusés par les médias, puis la police était même pas au courant de ce qui se passait. T'sais, ils l'apprenaient en écoutant la radio comme tout le monde, puis là, la police s'est dit « Ok, là, on arrête le niaisage, là. Dès que vous recevez un communiqué, vous nous appelez, puis après ça, vous pouvez le passer en ondes. » Puis là, ils sont comme « Mon scoop! » Ben, c'est ça, puis tu sais, c'était rendu au point où est-ce que c'est un journaliste qui a été alerté de la mort de Pierre Laporte avant la police. C'est un journaliste qui a appelé la police parce que lui-même avait reçu l'information. Fait que, en tout cas, la police est tannée de ça. Fait que le 18 octobre, soit le lendemain de la mort de Pierre Laporte, la cellule de libération, celle qui était responsable de l'enlèvement de James Cross, envoie un nouveau communiqué à CKLM. Celui-ci est transmis à la police. Bon, après ça, il peut être diffusé en bonne et due forme. La police est contente. Le communiqué contient des notes manuscrites de James Cross à sa femme et aux autorités pour les assurer que, ben, si Pierre Laporte est mort, James Cross, lui, est encore en vie. Donc, en même temps, le gouvernement du Québec et celui du Canada annoncent qu'ils vont offrir une récompense de 75 000 $ pour quiconque leur fournira des informations qui vont mener à l'arrestation des kidnappeurs des 2 cellules. Fait que la cellule de libération qui a encore James Cross et la cellule Chénier qui est on the run. Mais les semaines passent et rien de concluant ne leur parvient. On the run. Paul McCartney était sûrement mené à ça. Oui, il faisait la soundtrack. FLQ on the run. Et là, le premier break de leur enquête arrive le 26 octobre. Fait que là, Pierre Laporte est mort le 17. Le temps a passé, puis il n'y a pas eu de type, là. La police est en train de passer en revue toutes les adresses et tous les noms qu'ils ont trouvés dans le bottin au 5630 rue Armstrong. Et par hasard, ils tombent sur une adresse située au 3720 chemin Queen Mary. Il y a 2 femmes qui habitent là, Colette Terrien et Francine Bellil, qui ont vraiment des noms de 1970. Oui. Parce que c'est des jeunes femmes dans la vingtaine qui s'appellent Colette et Francine. C'est fascinant. Fait que là, en vérifiant leurs antécédents, la police réalise que Colette Terrien a déjà été impliquée dans un hit and run et lors de cet incident, elle était en compagnie de Paul Rose. Oh non, la coquine! Bingo, se dit la police, ça doit être elle qui cache la cellule Chénier. Fait que là... Dans son garde-robe. Fait que là, les policiers vont voir le propriétaire de l'immeuble qui leur assure qu'il y a bien 2 femmes qui vivent là, mais il y a aussi un jeune homme qui vit avec elle depuis peu. Un jeune homme! Oh, ouais! Fait que là, la police se pointe... Ha ha ha! Et Francine. Fait que la police se pointe à l'appartement du 3720 chemin Queen Mary le 6 novembre, un peu après 7 heures du soir. La police cogne à la porte. Toc, toc, toc. Police! Et là, ils entendent 2 voix qui leur répondent à partir d'en dedans. D'abord, il y a une jeune femme qui dit... Il y a une jeune femme qui dit « Patience, patience, on s'en vient! » Puis après ça... Je suis tenue! Il y a une de la touche! Wow! Donnez-moi 2 minutes, mettre une robe de chambre. Mais ensuite, ils entendent une voix d'homme qui dit « 1 minute! » Puis là, ils sont comme « Ah ah ah! Il y a vraiment un homme à l'intérieur! » Alors, la police entre dans l'appartement, mais il n'y a pas de jeune homme en vue. Et pourquoi l'homme a répondu « Voyons donc, ta gueule, va te cacher! » Pire amant ever! Vraiment. Alors, ils fouillent l'appartement, la police, parce que là, ils ont entendu une voix d'homme, ils sont pas fous, là, et ils finissent par découvrir Bernard Lortie, un des membres de la cellule Chénier. Oh non! Il était caché dans un garde-robe, comme t'as dit. Yes! Yes! C'est trop classique, guys. Cachez-vous pas dans le garde-robe. Ils sont comme « Yeah! On l'a eu! Si, il y en avait un ici, on l'a trouvé! Ha ha ha! » Fait qu'ils arrêtent Bernard Lortie et les 2 filles qui vivent dans l'appartement. Puis ensuite, ils repartent, puis ils padlockent la porte. Puis ils disent « Ok, demain, on va envoyer l'identité judiciaire, là, puis on va tout mettre la petite poudre à empreinte. Puis on va tout trouver c'est qui s'est promené là. » Ce que la police ne sait pas, c'est que Terrien, Bellil et Bernard Lortie, ils étaient pas seuls dans l'appartement.
En fait, les deux frères Rose et Francis Simard étaient aussi au 3720 chemin de Queen Mary lors de la visite de la police. Fait que là, pourquoi la police les a pas trouvés? C'est parce T'as bien caché. que ils Eux, avaient c'était des champions de la cachette. une bonne cachette. C'était les méga champions internationaux de la cachette. Parce que, voyez-vous, dans les jours précédant la visite de la police, les gars de la cellule Chénier ont construit un faux mur avec un panneau de retrait. Un panneau qui se retirait dans un walk-in de 6 pieds de profond à l'entrée de Et l'appartement. ça, c'est vraiment Wow. hot, là. Comme, Donc, respect. comme dans ils You ont See construit Me, un mais- faux mur. C'est ça, exactement. Ils ont construit un faux mur, puis il y avait un panneau en bas que tu pouvais pousser puis entrer dans un endroit. Fait que là, puisque le walk-in faisait 6 pieds de profond, ben ils en ont gardé, mettons, 4. Puis là, tu l'ouvrais, puis tu pensais que c'était un garde-robe normal. Un gros garde-robe aussi. Ouais, ça reste un des gros garde-robes, garde-robe quand un gros même, là. walk-in, pour Fait que ces là, pas de quand la questions. police est arrivée, les frères Rose et Francis Simard se sont cachés dans la planque, tandis que Bernard Lortie a eu la présence d'esprit de se cacher ailleurs parce que la police avait entendu une voix d'homme, il savait qu'il fallait qu'il en coince un de la gang. Mais Fait que là, pourquoi ils ont pris Non, une mais voix c'est un- d'homme? C'est un decoy, il s'est Ah. trompé. ouais, c'est un decoy, il s'est trompé. Fait que là, il y a eu la présence d'esprit de se cacher ailleurs dans l'appartement parce que la police avait entendu une voix d'homme. Fait que s'il avait pas trouvé Bernard Lortie, bien, il aurait fini tôt ou tard par trouver la planque secrète dans le garde-robe. Sauf que la police n'a pas trouvé la planque secrète dans le garde-robe. Alors, le lendemain des arrestations, la police revient avec l'équipe d'identification judiciaire pour passer l'appartement au peigne fin. Les policiers prennent un break pour le lunch qui dure environ 3 heures. Et pendant leur absence, les frères Rose Ils l'ont et Francis dégusté leur Simard... club sandwich, là. Ouais. Noum, 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 noum. Pendant leur absence, les frères Rose et Francis Simard sortent de leur cachette et se sauvent de l'appartement par la porte d'en arrière, en emportant avec eux leurs souliers qui étaient dans l'appartement. Fait que quand les policiers sont revenus, ils ont vu qu'il y avait plus de souliers, puis ils se sont dit, esti, Oh non! ils étaient là, puis on les a manqués. Ouais, les policiers ont compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé pendant leur lunch de 3 heures. Ben écoute, tant mieux pour eux d'être aussi bien syndiqués, là, mais que... 3 heures, c'est long, là. Clairement, ils sont allés prendre une bière. Ouais. Ouais. Ils sont allés à la non, taverne, puis... c'est très possible. Ben, ils se disaient sûrement qu'il y avait plus rien qui pressait, tu sais. Ils pensaient pas qu'il y avait les masters de la cachette internationale qui étaient là. là. Ils savaient pas à qui qui ils affrontaient. Ils disaient... Non, ils savaient pas à qui ils avaient Pas des affaire. amateurs. Fait que là, pendant ce temps, comment va James Cross, là? Ouais, comment est-ce qu'il va? Hein? Comment est-ce qu'il va, là? Hey, la visite, comment ça va? Comment est-ce qu'il va? Là, on est rendu en novembre, ça fait 1 mois qu'il est kidnappé, tu sais. Fait que là, pendant ce temps, au 10 945 des Récollets, tout ne va pas pour le mieux pour la cellule de libération, non, non. Oh. D'abord, ils ont plus de cash, parce que c'était la cellule Chénier qui les approvisionnait. Puis ensuite, ils se chicanent tout le temps. Entre eux. Pas avec James Cross. James Cross, il est juste là. Il est assis, Il a il joue été- solitaire dans le Il joue coin. solitaire dans le coin. C'est comme, C'est come on, les boys, là. joue Soyez-vous, solitaire dans le parlez-vous, coin, là. Hein? C'est ça. Il a été témoin de beaucoup de chicanes. Il a été interviewé plus tard, puis il disait qu'il y avait des chicanes pas mal intenses, des heated arguments, puis selon lui, c'était surtout Louise Cossette-Trudel qui criait. Lui, il l'a appelé le B-word dans son entrevue. Oh, Comme- James! Non, là, tu viens de baisser dans mon estime. C'est pas gentlemanly, là. Puis là, apparemment, la personne avec qui Louise Cossette-Trudel s'engueule le plus souvent, c'est Marc Carbonneau, qui est un autre membre de la cellule. Carbonneau, il est un petit peu plus relax que le reste des kidnappeurs. Alors que ceux-ci font vraiment attention de limiter leur contact avec James Cross. Celui-ci est toujours comme assis dos à la porte, tu sais, il peut jouer au solitaire, mais il est comme face au mur. Fait que là, ils peuvent, tu sais, circuler derrière lui puis ils le voient pas, tu sais. Bon, Marc Carbonneau, lui, il aime ça jaser avec James Cross. Hey, Il va s'asseoir avec lui puis il discute avec lui. Oui, il est intéressant. Pourquoi t'as Il vu 2-3 parle fois? Exactement, il demande de parler de ses voyages parce qu'il a voyagé un peu partout. Il était en Malaisie à un moment donné, puis tu sais, t'es un diplomate, t'es allé partout dans le monde, compte tes voyages et tout. Marc Carbonneau, il est super chill, puis Louise Cossette-Trudel est comme, hey, là, c'est pas un jeu, là, on est des kidnappeurs, pas puis faut ton qu'on nouveau rende ça meilleur comme un ami. business, notre affaire. Fait que là, le 22 octobre, la femme de Jean-Claude Couteau se pointe au 10 945 des Récollets. On s'en rappelle, elle s'appelle Suzanne et elle est enceinte jusqu'aux oreilles. Et elle a un enfant en bas âge qui s'appelle Boris, qui a un nom que je trouve un petit peu spécial. En même temps, c'est des communistes, fait que c'est correct. Fait que elle est vraiment enceinte jusqu'aux oreilles et elle a un petit bébé. Puis là, elle fait là, du couchsurfing là, depuis le mois de février au moins, parce que Jean-Claude Couteau, quand il avait été arrêté par la police, après ça, il s'est sauvé, puis il est allé into hiding, puis lui, il y avait plus de domicile fixe, là, fait qu'elle aussi est devenue une SDF. Mais là, c'est dur d'être une SDF quand t'es enceinte de 8 mois puis que t'as un bébé, Oui. tu sais.
Fait que là, elle se pointe au 10 945 des Récollets, même si elle s'est fait dire de pas se pointer là parce que c'est possible que la police le suive, tu sais. Et elle demande à être, comme, avoir le droit d'être hébergée par eux. Puis là, comme je t'ai carré, là, je veux voir mon mari, là, je suis enceinte, puis là, j'ai un autre bébé, puis je suis toute seule, puis tu peux pas me laisser comme ça. Puis Jacques, il s'en sac. Oh, mon Dieu, C'est dangereux de rester là. Il veut pas qu'elle aille rester là, c'est dangereux. Ils ont de la dynamite sur place, ils ont des armes. Puis là, il y a déjà 8 personnes qui habitent là. Il y a lui, il y a Louise Cossette-Trudel puis son mari, Marc Carbonneau, Nigel Hamer, Yves Langlois, la femme inconnue, parce qu'il y a une femme inconnue dont on n'a jamais connu le nom, et James Cross. Là, ils sont déjà beaucoup, là, dans cet appartement-là. Là. OK, Suzanne, arrête de chialer, là, comme gère tes hormones de femme enceinte ailleurs. C'est à peu près ça qu'il dit. Petite princesse. C'est pas une place pour une femme enceinte, OK? Fait que là, Suzanne quitte, après comme 3 jours, là. Là, on est rendu, c'est ça, le 25 octobre, puis elle est comme... Puis il y a une autre grosse chicane, puis là, ils sont comme, OK, va-t'en! Puis elle est comme, OK, parfait! Puis elle s'en va avec son bébé, tout. Puis là, elle fait juste continuer à faire du couchsurfing, puis rebondir d'une place à l'autre. Fait que là, pendant tout ce temps-là, la police est au courant du fait que Jacques Langto, il y a une femme qui est enceinte pis tout, pis tu sais, les autres, ce qu'ils font, c'est quand même brillant. Ils font le tour des hôpitaux à répétition pour savoir comme, est-ce qu'elle s'est pointée, elle a-tu un suivi de grossesse en quelque part, es-tu venue accoucher prématurément, on va peut-être finir par tomber sur elle à un moment donné, mais ils arrivent jamais à la repérer, ni à la suivre jusqu'à chez Jacques Langto pis au 10 945 des Récollets. Mais à travers ça, ils ont quand même une chance. Il y a une taupe qui leur propose de leur donner de l'information sur le FLQ. Oh non, une taupe! Une taupe! OK. La taupe, c'est Carole Deveau. Carole Deveau est une chicks de 24 ans qui appartient à une autre cellule qui s'appelle la cellule Vigée. Et c'est un groupe du FLQ qui est responsable de fournir de l'argent à la cellule de libération, lui aussi. Et là, Carole Deveau, pas leur job, elle va... Non, ils faisaient pas leur job, ils non plus, ils ont plus d'argent. Là. Ils font juste se chicaner tout le temps, puis ils ont plus d'argent. C'est terrible faire un kidnapping, ok? C'est ça qu'on apprend, là. C'est vraiment pas être un terroriste, finalement. It sucks! It really sucks! Fait que là, Carole Deveau, elle est dans la cellule Vigée qui a été formée à l'initiative de Nigel Hamer, le maudit anglophone traître à sa patrie qui fait partie du FLQ. Et la cellule comporte 4 membres. Il y a Carole Deveau et 2 autres personnes qui sont pas importantes. Et un gars qui est important, qui est Robert Comeau. Il est important parce que c'est un professeur d'histoire à l'UQAM. Ah! C'est un professeur à l'histoire à l'UQAM, révolutionnaire, qui vole de l'argent pour fournir à la cellule de libération. Il vole les riches pour donner aux pauvres! Yeah! Fait que là, eux autres, ils font plusieurs actions différentes. D'abord, ils diffusent un manifeste qui comporte une photo de James Cross, un manifeste du FLQ. C'est eux qui diffusent la célèbre photo qu'on a déjà mise sur les réseaux sociaux avec James Cross où il est assis sur une caisse de dynamite, apparemment, parce que ça, on voit pas ça dans la photo, mais devant une table où il joue au solitaire, puis sur la table, il y a le livre de Pierre Vallière. Fait que c'est eux autres qui vont distribuer ce manifeste-là là, dans les journaux. Oh. Yeah! Mais là, c'est ça. Le même jour là, que la cellule Vigée a fait sa première action révolutionnaire, là, Carole Deveau a chicken out puis elle décide que ça ne l'intéresse plus de faire partie de la cellule. Non! Je vais aller prendre un bain! C'est trop pour moi! Fait qu'elle se rend à la police, puis là, elle leur explique qu'elle a été recrutée par Robert Comeau, puis qu'elle va participer à un cambriolage qui va avoir lieu chez son propre employeur. Oh! À sa job. Puis là, la police est comme... OK, c'est weird, mais on a d'autres affaires à faire, puis on ne prend pas trop au sérieux. Mais éventuellement, ils la prennent au sérieux et ils mettent sur pied ce qui va s'appeler l'opération Poupette. Parce qu'apparemment, elle était pas mal cute. Oh! Je comprends pas tous ces détails. OK, mais là, je Moi, m'excuse, comme... mais la police sont vraiment twist, là, comme un lunch de 3 heures, quelqu'un qui dit « J'étais dans la FLQ, je me rends, voici toute l'information, puis excusez, madame, c'est parce que nous, on est en train de comme jouer au poker, là. » On sent comme, t'es ben trop cute pour être dans le FLQ, toi. Mademoiselle Poupette. Puis après ça, elle était partie, puis elle était comme « Ha ha ha, poupette, poupette, poupette. On va appeler l'opération comme ça. Ha ha, ça va être drôle, les boys. High five. » Puis ils finissent par la prendre au sérieux, puis décider qu'ils vont, tu sais, traquer le cambriolage. Là, le cambriolage va se passer à la compagnie Caloil, une affaire de pétrole. Oui. Bon. Robert Comeau, le professeur d'histoire de l'UQAM, il dit que le cambriolage a été organisé par Carole Deveau, sauf que Carole Deveau a dit le contraire, fait qu'on saura jamais c'est qui dit vrai. Moi, je crois Carole, je suis sûre qu'elle était capable. Elle était bien cute, mais elle était bien intelligente aussi. Mais est-ce qu'elle a elle-même organisé le cambriolage auquel elle voulait plus participer puis qu'elle est allée se touler à la police? Ouais, elle s'est rendue compte que c'était pas un si beau plan que ça.
Il était comme, c'est de la chenoute, on va se faire pogner, c'est sûr. Bon, ben, tant qu'à se faire pogner, je vais aller me rendre tout de suite, ça va être fait. Voilà! Je vais sauver le temps à tout le monde. Je vais déjà avoir mon deal. Fait que là, le cambriolage, voici le plan. C'est tout un plan. Dans sa job, Carole DeVeaux, là, elle doit accompagner un commissaire qui fait des dépôts d'argent. Puis là, à un moment donné, là, elle va être interceptée par des membres de la cellule Vigée, puis elle va leur donner un des signes suivants. Soit elle s'allume une cigarette pour signifier qu'il y a des sacs d'argent vides dans la voiture avec elle. Fait que là, ils vont rien faire, tu sais. Soit elle va rien faire pour leur dire qu'elle ne sait pas s'il y a de l'argent dans les sacs qui sont dans l'auto avec elle. Ou soit elle va baisser la tête pour leur indiquer qu'elle a des sacs pleins de cash, dans lequel cas, les gars du FLQ vont sortir des guns et la forcer à leur remettre l'argent. C'est vrai que c'est pas mal terrible comme plan. Ouais, je suis comme... Non, attends, il y a so much could go wrong. Là. Ouais. Puis là, Carole DeVeaux, elle est bien paniquée à l'idée de faire partie de ce cambriolage, alors elle consulte Jacques Parizeau. Je sais pas pourquoi, elle connaissait Jacques Parizeau, mais elle consulte Jacques Parizeau et sa femme. Et leur demande quoi faire, puis les deux lui disent « Mon Dieu, va voir la police », puis c'est pour ça qu'elle va se rendre à la police, justement, la même journée où est-ce qu'ils ont fait une première action puis qu'ils ont organisé le cambriolage. Tout ça s'est passé la même journée, c'est super le fun. Fait que là, la police a vérifié, tu sais, les antécédents, puis là, ils croient en comme sa crédibilité, puis là, ils décident de mettre la filature constante sur Robert Comeau, le prof d'histoire de l'UQAM, il est sauce. Et ils commencent à rencontrer DeVeaux 2 fois semaine pour qu'elle leur donne de l'information. Elle devient une informatrice payée de la police. Oh. Et elle est payée la ronde somme de 30$ à chaque fois pour leur donner de l'information. OK, va t'acheter de la bubblegum, des bas collants, puis un club sandwich. Yes. Et là, grâce à toutes ces rencontres avec la police, durant lesquelles elle va avoir reçu un montant d'environ 15 000 $, soit 100 000 $ aujourd'hui. Wow! OK. I know, ça augmente. Elle va mener la police à Robert Comeau, le prof d'histoire de l'UQAM, mais aussi à Nigel Hamer. He's died. Mais là, la police doesn't know that the maudit anglophone is in the cellule de libération. Sauf que là, ils savent que Nigel Hamer est impliqué là-dedans. Ils se rapprochent lentement, mais sûrement, là, OK? Ils font pas juste faire des lunchs de 3 heures, la police, là. Ils travaillent. Une fois de temps en temps. Pendant ce temps, la filature sur Suzanne Langto porte enfin le fruit. Il y a un nouveau détective en charge. Il se nomme Don McLeary. Et Don McLeary commence à éplucher les comptes de banque de Suzanne Langto et s'aperçoit qu'elle a encaissé un chèque de 450$ qui provient d'une certaine Louise Cossette Trudel. Oh no! Oh. Le manager de la banque informe le policier que Cossette Trudel signe parfois des chèques sous son nom de jeune fille, Louise Langto. Ah! Et avec ça, bim bam bim, la police vient de faire un lien qui n'existait pas encore parce qu'à ce stade-ci, ils connaissaient que 2 individus liés au kidnapping, soit Jacques Langto lui-même et Marc Carbonneau. Puis là, ils sont comme « Oh! La sœur de Jacques est-elle impliquée dans cette histoire? Ce n'est qu'une femme, mais est-elle capable d'une chose comme ça? » Est-ce qu'on devrait arrêter de sous-estimer les femmes? Hey là, t'es-tu sous, mon homme? Peut-être qu'on devrait, mais pas tout de suite. Ça va s'en venir plus tard. Et là, en enquêtant sur Louise Cossette Trudel et son mari, Jacques Cossette Trudel, la police découvre une voiture abandonnée ayant déjà appartenu à Jacques Cossette Trudel et son immatriculation est faite à l'adresse du 3955 Saint-André. Et là, en fouillant un petit peu sur le 3955 Saint-André, la police apprend plusieurs choses. D'abord, c'est Jacques Langto qui louait cet appartement-là avant Jacques Cossette Trudel. Il y a un lien. Ensuite, les Cossette Trudel ont quitté l'appartement en septembre, qui est juste avant les kidnappings, qui a eu lieu le 5 octobre. Oh! Et finalement, le propriétaire se rappelle qu'il y avait un camion de déménagement, qui est venu pour ramasser leur stock, qui comportait une adresse sur la rue Les Tourneaux. Là, la police fait vraiment de la job de détective. Là. Ils ont lâché leur club sandwich et leur bière, là, pis tout. Fait qu'en enquêtant pour trouver la compagnie de déménagement, ils découvrent que les Cossette Trudel ont bougé leurs meubles au 1485 rue de Laurier-Est, et ils ne résident pas là. Il y a d'autres gens qui résident là. Qui sont-ils? Où est-ce qu'il y a les meubles de Louise Cossette Trudel? C'est une mère et sa fille qui résident là, dont je n'ai pas noté les noms. C'est bien dommage. Donc, c'est une mère et sa fille qui résident là, puis là, la police se dit, c'est bien bizarre, les madames, ils vivent dans l'appartement où il y a les meubles des membres du FLQ. Il y a peut-être un lien, tu sais? Alors, ils vont mettre la filature sur cette mère et cette fille. Et celles-ci vont mener la police malgré elle à Louise et Jacques Cossette Trudel. Parce que le 25 novembre, la mère et la fille vont aller dîner avec les Cossette Trudel. Oh. Et que la police suit la mère et la fille, puis là, en sortant, ils se disent « Haha, on va suivre le couple! » Fait qu'ils les suivent, mais ils les perdent au coin de la rue des Récollets et de la rue Martial. Fait que là, ils entreprennent de vérifier
toutes les adresses dans un rayon de 1,5 km et de faire des renvois avec le répertoire des rues, le bottin et la liste électorale. Seigneur! C'est une grosse job. opération, Il n'y là! a pas d'ordi, là! Non, c'est ça, c'est vraiment une grosse job. Dans la plupart des cas, les noms matchaient pour au moins 2 sources. T'sais, t'étais dans le bottin puis la liste électorale, ou t'étais dans le bottin puis le répertoire des immeubles, ou t'sais. Sauf que, pour le 10 945 rue des Récollets, il n'y a pas de match. Oh! Alors la police questionne les voisins et ceux-ci disent que l'adresse est occupée depuis septembre par un groupe de jeunes. Oh! Ils des disent... jeunes. Et des maudits des jeunes! jeunes. Et là, certains disent avoir vu une femme pas mal enceinte dans les parages aussi. Que la police est comme... Ah, 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 on se rapproche! Gotcha! Gotcha! La police met l'appartement sous surveillance. Et le 1er décembre, elle est désormais convaincue que James Cross est bel et bien détenu là. L'opération de libération de James Cross arrive dans la nuit du 2 au 3 décembre. La police est grimpée dans un arbre avec des jumelles, là. Oh, je le vois! Non, c'est quand même plus cool que ça. J'y avais pas pensé, mais apparemment, c'est des tactiques assez communes. Oh. Là. Vers 11h du soir, la police ferme la rue. Pas premièrement, ça c'est... Oui, Oh, tu sais. Ensuite, elle fait évacuer les immeubles avoisinants. C'est assez de two. base. Et ensuite, elle fait couper l'hydro et l'eau. Oh. Step 3. C'est comme... Vous allez we're avoir gonna smoke frette. them out. Vous allez avoir... On est en décembre, c'est Ouais. ça? Vous allez avoir frette, puis il n'y a plus d'eau. Puis vous sentez Puis, papa. comme ça leur signifie, tu sais, au 10 945, qu'il y a quelque chose de louche qui est en train de se passer, puis qu'ils sont possiblement en danger, tu sais, que la police est là. Fait que là, à 2h45 du matin, la porte du 10 945 s'ouvre et un bras garoche un tuyau dans la rue. Le tuyau contient un message. Le FLQ veut avoir le droit de se sauver à Cuba et avertit la police qu'il va tuer James Cross si la police utilise des guns ou des grenades pour les faire sortir. Fait que le FLQ veut aussi être représenté par un avocat du nom de Bernard Mergler dans les négociations. Mergler est un avocat dans la soixantaine et a déjà été conseiller pour Charles Gagnon et Pierre Vallière. Mais il n'est pas devenu l'avocat officiel du FLQ. Ça a plutôt été Robert Lemieux qui est devenu l'avocat Sur officiel sa du FLQ. moto. Fait qu'il a déjà été conseiller pour eux, puis il était comme non, je veux pas devenir votre vrai avocat officiel de tout le temps, là. Sauf que Robert Demers, qui est l'avocat du gouvernement, ben, il va voir Bernard Mergler puis il dit ben là, t'as pas vraiment le choix, il faut absolument que tu nous aides. On est dans une prise d'otage, là. C'est plus un kidnapping, c'est une prise d'otage. Là, on sait son où, puis ils veulent t'avoir toi comme négociateur, va négocier avec eux. Fait qu'il obtient un mandat d'agir de la part du consulat cubain pour négocier l'extradition des membres du FLQ vers Cuba et se rend au 10 945 des Récollets pour en aviser Langto et sa gang. Alors voici le plan pour la libération de Cross. Les kidnappeurs conduiraient leur otage à l'île Sainte-Hélène, qui, pour les fins de la négociation, aurait été déclaré un territoire cubain. Quoi? Ouais. OK. Ouais. Fait que là, ils sont comme en territoire neutre. Fait que là, au pavillon canadien, James Cross serait libéré et les Felkistes attendraient un hélicoptère pour les amener à l'aéroport d'Orval, d'où un avion militaire les mènerait directement à Cuba. Les femmes et les enfants auraient le droit de venir aussi avec les membres du FLQ, ainsi que les Cossettes Trudel. Gros party à Cuba. Je sais pas pourquoi il fallait qu'ils mentionnent les Cossettes Trudel, comme c'est évident. Ils étaient dans la gang, vous allez pas juste les renier comme ça, là. Bon. Les Felkistes sentent qu'il y a un piège, tu sais, dans cette proposition-là, mais ils finissent par être d'accord avec la proposition. Fait que là, à ce moment-là, il y a seulement 3 kidnappeurs dans l'appartement. Il y a Jacques Langto, Marc Carbonneau et Yves Langlois. Fait qu'ils mettent Cross dans une voiture, une Chrysler 1962 rouge vin, pour le C'est détail. un bon choix. Bon choix. Et ils conduisent avec une escorte de 20 policiers jusqu'à l'île Sainte-Hélène. Il y a des milliers de personnes qui regardent le cortège rouler à travers la ville. Puis là, à l'île Sainte-Hélène, la libération de James Cross a bel et bien lieu. Les Felkistes s'envolent prestement pour Cuba en compagnie de leur famille. Avec leur petite chemise hawaïenne. Avec leur petite chemise hawaïenne. C'est fini, là. Fait que James Cross, il est sauvé, Mais il est en sécurité. Pas eu notre pays. Fait que là, ils sont 7 adultes qui s'envolent vers Cuba. Fait qu'on a Jacques Langto et sa femme, les 2 Cossettes Trudel, Langlois, Marc Carbonneau et sa blonde. Et il y a aussi leurs enfants, Boris, là, le bébé. Fait que les Felkistes arrivent à Cuba et au petit matin du 4 décembre, ils sont escortés jusqu'à l'hôtel Deauville de la Havana et informés que le 13e étage en entier leur est réservé. Oh, Et là, parfait. parce que là, le meilleur timing utérin du monde entier, Suzanne Langto accouche. Drette quand ils arrivent à Cuba. Bang! Citoyenneté cubaine. Ah! Citoyenneté cubaine. Non, mais tu sais, le jour même, là, elle a choisi son timing pour crever ses os. Hey boy. Sauf que la vie à la Havana s'avère bien moins hot que dans Dirty Dancing 2 Havana Nights et beaucoup moins hot qu'anticipé. Oh. Les Felkistes, ils sont sous surveillance policière constante.
de la part des autorités cubaines, parce que, tu sais, On me fait pas confiance. c'est des terroristes internationaux! Fait que bon, ils ont pas le droit de quitter leur hôtel. Puis là, Jacques Langto, il apprend bien vite à quel point la surveillance des policiers est pointue, parce qu'apparemment, il se fait pogner les culottes à terre avec une autre madame par des policiers cubains qui vont s'empresser de le réprimander puis le retourner à sa chambre. Hey! Tourne chez vous! Tourne chez vous! Range ça! Écoute, il le mariage de pensait- Jacques Langto puis Suzanne Langto, ça va pas super bien. Oh, Lui, il non! pensait qu'il était dans Dirty Dancing 2 à Vanna Ouais! Il a vu Diego Luna danser, là, C'est puis ça, il était comme... C'est moi, Diego Luna. Hey, voir que la police est allée voir. Hey, ta femme elle vient d'accoucher là. Wow, Ouais, wow, retourne wow, chez wow. vous. Retourne à la maison. Retourne chez vous! Fait que là, à la mi-décembre, le groupe de Felkis s'est déménagé dans une grande maison du village côtier de Guanabo, à 26 km du centre-ville de La Havane. Et ils ont désormais plus de liberté, en plus d'avoir un cook qui vit avec eux et un interprète. Ah, Mais tout n'est pas rose dans la maison des Felkis. ben non, les roses sont encore au Québec. Effectivement, poudumtch. Alors, l'isolation commence à avoir raison de la solidarité du groupe qui commence à se taper ses nerfs, Mais il comme à était peu pas près tout déjà le en monde qui ont chicane? déjà vécu en colocation longtemps. Oui, c'est ça. Il se chicanait déjà pas mal, là. Il était plus capable de s'endurer. Et là, il se chicane de plus en plus. Et selon Louise Cossette-Trudel, c'est parce que le fait d'avoir un objectif commun, soit le kidnapping de James Cross, c'est ça qui a réussi pendant longtemps à aplanir les vastes différences de tempérament entre les membres de la cellule. Mais là, il n'y a plus rien pour les empêcher de se chicaner. T'sais. Ils n'ont plus Il y a d'objectif, plus rien, ils sont de retour Il y a plus rien. à comme une nouvelle vie normale, mais qui n'est pas une vie normale parce qu'ils sont surveillés par la police puis à Cuba. C'est fini. Fait que le truc, ça serait qu'il kidnappe quelqu'un d'autre, dans le fond, Il pour devrait, arrêter la il devrait chicane. kidnapper le cook. J'espère qu'à ce C'est la moment-là seule qu'il a été chose. kidnappé. Je veux dire au cook, tu peux-tu faire semblant qu'il est kidnappé? C'est comme... Ouais. Aide-nous donc, là. Aide-nous, là. Raviver la flamme du groupe, là. Tu peux-tu, Qu'ils une fois de temps en temps, souviennent nous qu'ils dire « Je sont veux parler à ma femme et mes enfants! Putain, assis-toi là, jour Je, solitaire. je veux pas gâcher votre fun, mais c'est pas ça du tout qui se passe. C'est Ah. triste, la fin de » cette Ok, histoire. désolé, on va arrêter de niaiser. Non, c'est correct. Vous pouvez, parce que vous allez voir que ça va être triste à un moment donné. Ok. Fait que pendant ce temps, il y a aussi 2 autres membres du FLQ qui sont exilés à Cuba. Hein. On s'en rappelle, c'est Pierre Charette et Alain Allard, les gars qui avaient détourné un avion. Ah oui! Fait qu'eux autres, ils étaient arrivés à Cuba en 1969. Fait que là, quand ils sont arrivés là, ils ont vécu le même traitement que la cellule de libération. Fait qu'ils étaient, tu sais, ils étaient sous surveillance policière dans un hôtel et tout. Ils trouvaient ça très limitatif. Et ils espéraient que les autorités cubaines acceptent de les entraîner dans l'art de la guérilla. Mais là, apparemment, c'est pas réservé à tout le monde, là, ce training-là. Puis les autorités cubaines n'étaient pas du tout intéressées à les entraîner pour devenir des guerrilla fighters. Non, le guerrilla warfare, c'est pour les gorilles et personne d'autre. C'est ça, et personne d'autre. Fait qu'à la place, Charette et Allard sont envoyés dans une espèce de camp pour les réfugiés. Oh! Et les conditions là-bas sont aberrantes, puis pour s'en sortir, les 2 hommes proposent d'aller travailler dans des plantations de canne à sucre. Puis t'es comme, c'est trop terrible ce camp, mettez-nous au travail, faites quelque chose. Mais là, c'est parce que c'est pas mal intense travailler dans des cannes à sucre, là. Tu travailles 16 heures par jour, puis tu te coupes les mains ces cannes à sucre, puis tout, là. Fait que le duo passe 2 mois à faire ça jusqu'à ce que Charette développe une infection à une dent et que alors se blesse avec une machette. Because, you know, ça va Ça va arriver pas quand bien, la tu vie. coupes des cannes à sucre. Fait que là, ils retournent chez eux, à l'hôtel Vedado, où est-ce qu'ils étaient avant à Cuba, et éventuellement, ils arrivent à entrer en contact avec 3 autres expatriés du FLQ, qui étaient Mario Bachand, Raymond Villeneuve, qui était un des fondateurs originaux du FLQ, et André Garand. Sauf que ces 3-là, tu sais, fait que là, Charette et Allard sont comme « Ah! On a des amis! » Puis les autres sont comme « Ouais, nous autres, on s'en va comme dans 2 semaines, on veut vraiment pas rester ici, c'est épouvantable la vie à Cuba. » Eux autres, ils sont en train de planifier leur voyage vers la France, où ils comptent devenir des réfugiés politiques. Puis là, Charette et Allard sont comme « Ah! Nous autres ici, on veut venir avec vous autres, s'il vous plaît! » Sauf qu'ils se font refuser leur entrée sur le paquebot parce qu'ils n'ont pas de passeport. Oh non! Ça va pas bien! Fait que là, ils perdent leurs nouveaux amis qui se font juste partir en France sans eux. Puis là, ils restent à Cuba. Fait que là, ils puis sont sur le bord de l'eau, éventuellement, ils sont comme... Ah! Bye-bye! Mais là, éventuellement, ils ont des nouveaux amis parce que la cellule de libération est arrivée à Cuba. Ah. Fait que là, Charette et Allard peuvent aller rencontrer leurs nouveaux Le party amis. peut continuer. Mais là, en allant les rencontrer, Charette et Allard apprennent à Jacques Langto puis sa gang que Mario Bachand, un des autres gars du FLQ qui venait juste d'être à Cuba puis qui s'est sauvé vers la France, là, apparemment, il a été assassiné. Ouais. Plot twist! Ouais. Fait que là, on est en mai 71, quand Charette et Allard entrent en contact avec la cellule de libération qui est à Cuba, là. Puis, ils leur apprennent qu'en mars 1971, Mario Bachand, il a été retrouvé mort dans l'appartement qu'il occupait à Saint-Ouen. Puis ça,
Ça fait bien de la peine à Jacques Lanctot parce que lui et Mario Bachand, ils étaient des chums depuis le tout début du FLQ. Oh non! Le meurtre de Mario Bachand, étrangement, n'a jamais été élucidé. On n'a aucune idée qui a tué ce felkiste-là. C'est ma prochaine question. Mais Jacques Lanctot a écrit dans son autobiographie que Pierre Charette lui a confessé être l'auteur spirituel du meurtre de Bachand. Il aurait peut-être commandé l'assassinat de Mario Bachand, d'outre-mer, de Cuba. Mais ça n'a jamais été confirmé par qui que ce soit d'autre. C'est juste Jacques Lanctot qui a prétendu ça dans ses mémoires. Puis là, ça fait un bail que les Lanctot sont à Cuba, puis Jacques Lanctot commence à être écœuré de tourner en rond. Il boit de plus en plus. Comme dans François Pérusse. Je ne bois pas tant que ça et on n'en parle plus. Et comme les autres membres du groupe... Ils sippent des coconuts sans arrêt. Il n'y a plus de coconuts dans les arbres à cause de toi. Non, il n'y en a plus. Tu as bu trop de pina colada, Jacques. Arrête! Yes! Comme tous les autres membres du groupe, là, ils sont tous en train de sombrer dans la dépression et l'alcool et ils demandent aux gardes s'il n'y a pas quelque chose qu'ils pourraient faire pour, tu sais, couvrir le coût de la vie, là, tu sais, s'entretenir ou je sais pas quoi. On peut-tu travailler, tu sais, ne serait-ce que faire du ménage ou une affaire qui va nous occuper un petit peu. Alors, les gardes envoient Jacques Lanctot dans un camp de travail pour hommes pour couper des cannes à sucre. Sauf que Lanctot, là, c'est un intellectuel de 26 ans, là. Il a jamais fait ça du travail manuel de sa vie, là. Fait que ça le tient occupé en petit pépère pendant comme 10 à 12 semaines, tu sais, pendant une couple de mois. Puis après ça, il retourne à la Havane. Puis il demande à ses gardes de lui trouver une autre job plus appropriée à ses talents. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire qui est plus comme approprié pour moi? Et les gardes disent, oui, tu pourrais devenir traducteur pour un journal. Puis c'est comme, ben là, vous auriez dû le proposer avant. Voyons donc. Ouais, mais on aurait manqué des belles opportunités de rire, hein, s'il vous plaît. On t'a vu! Il y avait des caméras cachées juste pour se moquer de lui quand il se coupait sa machette. Ouais, mais Jacques Lanctot, il parle pas en espagnol? Non. Ben, là, il est en train d'apprendre. Oui. Là, ça fait comme une couple de... C'est ça fait genre 6, 7, 8 mois qu'il est là. OK. Hola, muchachos. Fait que là, pendant ce temps, que se passe-t-il avec les frères Rose, là? Et Francis Simard? Ils sont en cavale dans le Québec. Ils font un petit road trip entre body. Ils sont en train de faire leur petit road trip entre bros. Qui est agrémenté d'une peur de se faire coincer par la police, qui scrape un petit peu le mot du road trip. Fait que leur cavale là, se commence dans l'appartement d'une certaine Denise Kennel. Denise Kennel était le nom de la madame qui louait l'appartement où il y avait les meubles de Louise Cossette-Trudel. Fait que là, les frères Rose, ils se sont juste pointés à cet appartement-là. Pourquoi la police surveillait pas l'appartement? C'était plat. Ils avaient sûrement pas encore compris, tu sais. Fait qu'à partir de là, les frères Rose et Francis Simard... Il était parti en lunch. Mais je pense que c'était peut-être avant qu'ils comprennent l'affaire du camion de déménagement. En tout cas, à partir de l'appartement de Denise Kennel, les frères Rose et Francis Simard sont conduits jusqu'au village de Saint-Bonaventure, où le FLQ avait une grange. Fait que là, ils sont droppés sur le bord de l'autoroute par leur conducteur qui leur explique approximativement à quel endroit se trouve la grange. Ils vont là-bas, à gauche, à droite. Fait que là, les frères Rose et Simard vont à gauche, à droite, et ils ont avec eux une semaine de bouffe en canne, du linge et des armes, dont une mitraillette et 2 shotguns. OK. Fait qu'ils sont full equip pour l'apocalypse. Et là, ils avancent vers la grange, et ils trouvent pas la grange, puis là, ils marchent, puis c'est le soir, puis ils trouvent pas la grange, puis là, ils finissent par passer la nuit dans un fossé, puis le lendemain matin, il y a de la lumière, puis ils trouvent la grange. Fait que là, ils vont passer les prochains jours à se cacher dans un entresol de 2 pieds de haut, et à dormir en cuillère la nuit pour avoir plus chaud, avec Francis Simard entre les 2 frères Rose. Oh, je savais qu'il y allait avoir de la romance! Hey, il y a de la romance, là. Fait qu'on se rappelle qu'on est au début novembre à ce moment-là, puis il fait frais. Oui, mais probablement qu'entre les frères Rose, il faisait moins frais. Oh, Francis Simard! Oh là là! Fait que là, ils passent 2 semaines à la grange, à dormir le jour dans l'entresol et la nuit à se dégourdir les jambes, là. Puis là, le 17 novembre, des acolytes du FLQ viennent les voir et leur ramènent de la nourriture et des vêtements. Puis là, Paul Rose leur demande « Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous trouver une autre cachette que ça? On n'est plus capable! » Fait que là... S'il vous plaît, nous apporter des couvertures. Mais à ce stade-ci, moi, je me demande c'est quoi leur plan, là. Est-ce qu'ils vont se cacher pour toujours? Oui, mais c'est ça, quand les gens sont en cavale, je suis comme, c'est quoi? Tu vas passer le reste de ta vie à jouer à cachette, là? T'as pas de exit strategy, là, ici, là. Faut que tu penses à ça, là. Je me demande s'il y avait le plan de hijacker un avion pour aller à Cuba, eux autres avec, mais c'est jamais mentionné. Je pense que, tu sais, pour l'instant, il était trop à court terme, là. C'est comme, on peut pas aller plus loin que ça, on va juste se cacher ailleurs. Fait que, la semaine suivante, Simard et les frères Rose déménagent à Saint-Luc, en banlieue de Montréal, dans une ferme qui appartient à un certain Michel Vigé. Vigé est un sympathisant du FLQ, c'est un comptable, puis il vit seul sur sa ferme. C'est un comptable de 33 ans qui a une petite vie pépère. J'ai de la place! Fait que là, la gang emménage,
Et ils savent tout de suite que la police va finir par les retrouver. Comment dissimuler leur présence? C'est ça la question! Là, la police, elle connaît l'affaire du faux mur, là. Fait que ce sera pas possible de refaire un autre faux mur. wise! À la place, ils décident de creuser un terrier. Oh, Fait que là, des petits lapins! Leur terrier de petits lapins commence en arrière de la fournaise. Le plancher de la ferme repose sur des gros blocs de ciment. Fait qu'ils vont tasser les blocs de ciment puis creuser en dessous de ça. Puis après ça, ça fait comme... Tu peux remettre le bloc de ciment puis ça scelle le Ils tunnel. vont devenir des mole people! Fait qu'en faisant ça, ils vont creuser un tunnel de 15 pouces par 18 pouces. Et au bout de cette galerie, ils vont creuser une galerie de 18 pieds de long. OK. Et de 3 pieds de haut pour mener à un beau terrier de 6 pieds de long, 6 pieds de large et 3 pieds de haut. C'est quasiment un 5 étoiles, ça. 3 pieds de haut, ben oui. 3 pieds de haut. On peut se mettre à genoux. Je sais pas pourquoi ça, c'était moins pire que l'entresol, là. je comprends pas trop. Fait que là, comme vous pouvez vous en douter, ça a été pas mal compliqué de creuser ce tunnel-là. T'sais, il y avait 2 hommes qui travaillaient toute la nuit, puis un 3e qui faisait le guet, puis le jour, il dormait. Puis la nuit, il creusait, puis le jour, il dormait. L'eau arrêtait pas de s'infiltrer dans le tunnel, fait qu'il allait vider l'eau, tasser la terre, tu sais. Il travaillait sans relâche. Puis là, pendant ce temps-là, à l'insu de Michel Vigée, Simard et les frères Rose, la police montée surveille le domicile. La police montée? Ok, la police montée. Fait que ça, La sur police leurs chevaux, montée- ils sont comme « Watch! J'espère qu'ils ont des Cloc, petits cabines cloc, en cloc, poêle, cloc, à ce cloc. stade-ci, il fait fret. Fait que Vigée est tombé dans la mire de la police montée le 24 novembre, soit le jour où Simard et les frères Rose sont arrivés chez lui, parce qu'il a appelé Robert Dupuis, un autre acolyte de la gang, et a discuté avec eux de leur cousin. Puis là, la ligne était sous écoute. Fait que la police montée, je sais pas, c'est pas clair pourquoi la police montée était impliquée là-dedans. Puis c'est plus tout terrain dans la campagne. Cloc, cloc, Ouais, cloc, c'est cloc. ça. S'il court à travers le champ, tu peux y aller avec le cheval. Avec un char, À c'est plus Saint-Luc. difficile. C'est ça. Fait que la police montée a installé des postes de surveillance, mais le problème, c'est que la ferme était trop éloignée de la route pour que la surveillance soit serrée. Fait que là, la police montée était là, puis ils les surveillaient, puis ils en parlaient pas à personne. Ça leur prend 3 semaines, la police montée, avant d'alerter la SQ, qui est responsable de la police d'Arrive-Sud. Ben, c'est parce qu'ils envoyaient Fait que des là- pigeons voyageurs. Mais puis ils se rendaient pas. Il faisait trop Ils sont frais. à cheval, ils envoient des jammaient- pigeons voyageurs. Ils jammaient des arbres. C'est ça. Ils étaient pognés des arbres, les pigeons voyageurs. Fait que là, la police montée rencontre la Sûreté du Québec et les officiers d'intelligence de Montréal le 15 décembre. Ça fait des semaines, là! Puis là, la police est comme, ben voyons donc, on aurait aimé savoir ça avant. Puis ils commencent à questionner des complices de Simard et des Roses. Et éventuellement, ils en arrivent à questionner Michel Vigée. C'est le gars qui a la ferme. Fait que là, T'as-tu vu ça, la ce police le monde-là? questionne. Ouais, tu connais ça? T'as-tu déjà vu ça, pis ça, pis ça? Des Non. belles petites faces-là, t'es-tu déjà vu? Mais là, la police aime pas les réponses de Michel Vigée qui dit qu'il a jamais vu ces petites faces-là. Fait que là, elle commence à surveiller la maison aussi. Fait que là, la SQ puis la police montée surveillent la maison. Il y là. a comme En un tout cas, party de monde avec des jumelles. Déguisé en chevreuil. Oh oui! Non, Ah! ça tombe en l'autre disant- avec le péteur. En grosse dinde. Un gros dingue. Déguisé en arbre. Oh, nice. Faut pas que tu bouges trop. La police fait ensuite 2 descentes dans la maison, le 22 et le 25 décembre, sans succès. Ils ont dérangé à Noël. Ouais, ils ont Sacrément. dérangé à Noël pour essayer d'attraper les frères J'espère qu'il y avait des Rose. cadeaux Mais là- avec eux. Une dinde, quelque chose. Déguisé Un pas en petit- Père un petit Noël gâteau pour faire fruits. de perquis. Eh oui. Un bon Tu fais- petit gâteau aux fruits! Tu fais ta perquisition en passant par la cheminée. Ça serait pas drôle. Surprise! Joyeux Noël, puis en passant, Yeah. ça monte dedans. Les 2 fois, Francis Simard et les Roses réussissent à se cacher dans le tunnel, dans le sous-sol, sans être repérés par la police, qui fouille tout l'endroit, puis ils repartent bredouille. Un subterfuge. Et là, le 27 décembre, 2 policiers reviennent à la maison vers 5 heures du soir. Vigée n'est pas là, alors ils décident de rentrer dans la maison puis de fouiller la maison pareil. Je sais pas pourquoi. J'ai pas le droit de faire ça. Non. Fait qu'ils descendent au sous-sol et ils entendent des bruits suspicieux qui viennent de nulle part. Puis ils sont comme, c'est bien bizarre, c'est ça, là. Fait qu'ils repartent une demi-heure plus tard et ils reviennent de nouveau vers 9h le soir. Puis à ce moment-là, Michel Vigée y est à la maison. La police le questionne et cette fois-ci, Michel Vigée accepte de leur dire où se cachent les gars de la cellule Chénier. Oh non, qu'est-ce qui a changé? La police, Ils c'est payaient comme- plus leur loyer? Bim bam bim! Je sais pas, il était fâché. Il était comme bim bam bim! Puis là, il appelle des renforts et la police descend au sous-sol. Puis là, Vigée, il leur indique le tunnel. C'est là, en arrière de la fournaise. Puis là, il s'approche du tunnel puis il est comme Paul, la police est là! Puis Paul Rose, il se rapproche de l'entrée du tunnel aussi pour parler avec eux autres. Puis il demande à savoir qui est là.
c'est qui le responsable de l'opération. C'est un capitaine qui s'appelle Denis Viau, qui demande d'avoir un négociateur. Et comme négociateur, il veut Jacques Ferron, le docteur, écrivain et fondateur du Parti Rhinocéros. Yeah! Oh, fait qu'il demande bon Jacques choix. Ferron. Je sais, très bon choix. Et là, avant qu'il puisse... que la police puisse les convaincre de sortir, Paul demande aussi à savoir si Albert Lisacek est présent. Notre fameux Albert Lisacek. C'est ça, la terreur de Montréal. C'est le policier qui a tué Richard Blas. Oui. Fait que là, Jacques Ferron l'informe que oui, Albert Lisacek est présent. Il est impliqué dans l'enquête à ce stade-ci. Puis apparemment, il avait violenté la mère des frères Rose, qui s'appelait Rose, quand il avait fouillé son domicile pour savoir correct, si ses ça. garçons s'y trouvaient. C'est pas correct, tu violentes pas la mère à quelqu'un. Fait que là, les Roses, ils ont raison de se douter de Albert Lisacek. C'est pas mal un mean SOB. Épisode on dirait. 29, Richard Blas, si vous voulez un peu plus de background sur Lisacek, qui en effet était un policier aux méthodes peu orthodoxes, qui nous a fait demander à Catherine et moi, des fois, c'était qui vraiment les méchants dans l'histoire. Ouais, il est assez épouvantable. Alors, les frères Rose disent « On va sortir de notre cachette si Albert Lisacek est parti. » Fait qu'Albert Lisacek quitte la scène, et Simard et les frères Rose sortent enfin de leur cachette le 28 décembre à 5h du matin. Les procédures légales contre Francis Simard, Paul Rose et Jacques Rose s'amorcent en janvier 1971, donc quelques jours plus tard. Et contrairement à quand la cour traite d'une histoire d'agression sexuelle, les procédures dans ce cas-ci vont très vite. Oh, Catherine! C'est mon petit commentaire Sick burn! politique! Alors, le procès de Paul Rose commence le 25 janvier 1971. Ça faisait même pas un mois qu'il avait été arrêté, tu sais. Paul veut que Robert Lemieux leur présente, mais à ce moment-là, Robert Lemieux, l'avocat du FLQ, il est encore détenu par la police pour obstruction de la justice, parce que lui, il faisait juste se faire arrêter à répétition par, comme, la Sûreté du Québec, tu sais. Fait que Paul refuse l'avocat qu'on essaie de lui assigner d'office et décide à la place de se représenter lui-même. Et Pas c'est bonne jamais idée. une bonne idée. C'est Non, un bold non. move. C'est un bold move, mais apparemment, Is it gonna pay? avec sa stature et sa confiance, il paraît qu'il était très impressionnant à voir aller dans la salle de cours. Oh! Et que, il a pas nécessairement fait une bonne job, mais il était beau à regarder. Écoute. C'est ça qu'on I can be. Paul dépose 2 requêtes pour que soient abandonnées les accusations qui pèsent contre lui. La première, c'est parce qu'il y a eu tellement de publicité autour de la crise d'octobre qu'il pense qu'il pourra pas être jugé de manière impartiale. Et la seconde, qui est celle qui m'intéresse le plus, il demande à ce que les accusations soient abandonnées parce que il considère que le jury qui a été sélectionné pour le juger n'est pas un jury composé de ses pairs. Le jury ne comporte aucune femme. À ce stade-là, les femmes n'avaient pas nécessairement le droit de siéger sur les jurys. Nope. Puis là, Paul Rose, il décide qu'il n'est pas jugé par ses pairs s'il n'y a pas des femmes sur le jury. Féministe! C'est un Hashtag un bon allié, allié. Paul Rose. c'est un bon allié en 1971, c'est le fun. Ben, 1971, Fait que là- ça commence à être ridicule, là, je veux dire, franchement. Ouais, c'est ça. Ouais. Il est temps, là. Fait que là, le juge, Marcel Nichols, lui, il trouve que Paul Rose est ridicule et un maudit fatigant. Bon. Et Il mérite d'être clair. Paul Rose est constamment cité pour outrage au tribunal et renvoyé de son propre procès, auquel il peut même pas assister parce qu'il est pas capable de se la fermer 2 minutes puis d'écouter ce que le monde a à dire. Fait que, il est possiblement absent pendant que la couronne livre ses arguments. Fait que la couronne, elle dit qu'elle a beaucoup de preuves pouvant lier Paul Rose au kidnapping de Pierre Laporte, dont des empreintes digitales, mais une seule le liant à la mort de celui-ci. Puis la preuve, c'est la confession faite par Paul Rose. C'est une confession que Paul Rose a faite à un policier le jour suivant son arrestation, puis on en a déjà parlé à la fin de l'autre épisode d'avant. C'est possiblement une fausse confession, on sait pas. Mais c'est vraiment la seule preuve le liant à la mort de Pierre Laporte, sinon il y a des preuves le liant au complot pour son kidnapping uniquement. Il a déclaré, c'est ça, à la police que tous les 3, lui, Francis Simard et Jacques Rose, étaient présents quand Pierre Laporte est mort, puis c'est vraiment la seule preuve que la couronne a, même si on sait que c'est pas vrai pantoute. Fait que là, c'est là que se clôt la preuve de la couronne. Fait ensuite, le juge Nichols propose à Paul Rose 3 fois de le réadmettre dans la salle de cour pour qu'il s'excuse de toutes les fois où il a insulté le juge, puis ça, c'était plusieurs fois, croyez-moi. Mais les excuses! Et s'il promet de bien se comporter. Paul Rose refuse systématiquement. Il est comme « Non, je vais pas arrêter de vous insulter. Non, je vais pas m'excuser. Puis non, je vais pas arrêter de chialer. » Fait que, cela dit, il doit obligatoirement retourner en cours pour présenter sa défense, tu sais. Fait que là, il est réadmis en cours. Puis il commence à parler. Ça devient manifeste assez rapidement qu'il y en a pas de défense. Fait que, il fait juste maintenir qu'il n'a pas eu le droit de consulter un avocat, même si c'est pas vrai. Puis ensuite, il demande à suspendre le procès pour pouvoir convoquer des nouveaux témoins. Mais quand le juge lui demande de justifier sa demande, Paul refuse et le traite d'hypocrite. Puis là, après ça, il revient le lendemain, puis il parle pendant 80 minutes de sa cause, du FLQ, puis la libération du Québec, tu sais. Puis là, le juge est comme « Ouais, mais c'est quand que tu vas nous expliquer que
t'as pas vraiment kidnappé Pierre Laporte, puis c'était jamais. Fait que là, le 12 mars, le jury part en délibération. Paul Rose est déclaré coupable du meurtre de Pierre Laporte le lendemain, et Nichols le condamne immédiatement à la prison à vie. En sortant du tribunal, Paul Rose lève le poing et crie « Vive le Québec libre! Vive le pouvoir du peuple! Nous vaincrons! » avec la célèbre photo de lui qui brandit son poing accompagné d'Albert Lizacek. Qui a de l'air tweet. Fait que là, ensuite, il y a le procès de Jacques Rose pour le kidnapping de Pierre Laporte, qui est tout aussi le fun que celui de son frère. Oh. Il commence l'année suivante. Le sens du spectacle était dans la famille, là. Hey, mais-en! Pour vrai, parce que apparemment les 2 premiers jours, Jacques Rose se présente en cours en pyjama et en robe de chambre, comme pour faire une sorte de protestation, mais c'est pas clair c'est quoi qu'il proteste. C'est comme... Écoute, like your en robe de style. chambre. Ah! I like it! Mais moi, j'espère que c'est comme... Tu sais, une robe de chambre en satin, là, pis il y a comme des petites pantoufles. C'est comme un bel aristocrate. Moi, je l'imaginais comme Jeff Bridges dans Big Oui! Lebowski, là. Avec des pantoufles brunes, là, pis Ah, ce serait peut-être plus ça, hein. un White Russian tablette. Oh mon Dieu! Fait que là, Jacques Rose aussi s'obstine contre le fait que le jury est composé uniquement d'hommes, comme quoi lui aussi est un allié, hein. Oui, Rose Et Rose là, a bien malgré- élevé ses fils. Yes. Ben, oui, Rose a très bien élevé ses fils, puis elle méritait pas d'être maltraitée par Albert On Lizacek. Blanche Neige, elle perd Fait des que là- Lizacek. Ouais. Malgré les protestations et les pyjamas, le procès va à bon train. Et la couronne présente une preuve accablante et fait parler 150 témoins. Fait que là, lui, il avait bien de la preuve contre lui. là. Il y en avait de la Josette. 150. Il paraît que les policiers l'ont entendu dire « Laporte a été kidnappé et il a eu ce qu'il méritait ». Par exemple, c'est une des preuves qui est apportée pendant le procès. C'est pas clair, c'est quand que la police a entendu dire ça, mais en tout cas... cette fois-ci, Jacques est représenté par Robert Lemieux, qui est finalement sorti de sa prison dans la tour de la SQ, mais Robert Lemieux, un peu comme Paul Rose, n'a pas vraiment de défense à offrir. Fait que là, malgré cela, le jury est incapable d'en arriver à un verdict. Ils sont deadlocked. Et à cause de ça, les accusations sont abandonnées. Hurrah! Ben, non. Fait que là, malgré ça, il y a encore d'autres cas en cours à traiter pour Jacques Rose, et celui-ci demeure en prison. Fait que là, en juin 1972, sa mère Rose Rose, ainsi que Robert Lemieux et d'autres personnalités publiques comme Pauline Julien, la comédienne, et Armand Vaillancourt, l'artiste. Et ils vont mettre de la pression sur les autorités pour faire relâcher Jacques Rose en vain. Alors, il a son prochain procès à l'automne 1972. C'est son procès pour kidnapping, et là, il est acquitté. Mais les réjouissances sont d'une courte durée. La couronne l'accuse aussitôt de complicité après le fait pour le kidnapping de Pierre Laporte. Puis là, à travers tout ça, il y a aussi son procès pour meurtre qui se profile à l'horizon. Fait que là, wow, j'ai écrit à son kidnapping pour procès. On l'a kidnappé À son pour la procès. mettre au procès. À son procès pour kidnapping, Jacques a enfin droit à un jury de ses pairs parce que là, il y a une loi sur la sélection des jurys qui a été amendée et 3 femmes font partie du jury dorénavant. Yay! Yeah! Hashtag girlboss. Hashtag girlboss, allez juger les terroristes. Et là, à l'hiver 1973, au terme des délibérations, Jacques Rose est déclaré non coupable. Il est libéré et il sera de retour en cours pour son dernier procès, son procès pour complicité, en juin 1973. Et à l'issue du procès, cette fois-ci, il va être déclaré coupable de complicité dans le kidnapping et la séquestration de Pierre Laporte et condamné à 8 ans de prison. Parallèlement à ça, Bernard Lortie, leur autre complice, a été trouvé coupable de kidnapping à l'automne 1970, puisque lui avait été arrêté en premier, tu sais. Mais lui, pour ses charges de kidnapping, il a été condamné à 20 ans de prison. Et le dernier membre de la cellule Chénier, Francis Simard, lui, il a été trouvé coupable du meurtre de Pierre Laporte et il a été condamné à la prison à vie. Bref, ça va mal à chat pour la cellule Chénier, ils sont tous rendus en prison. Mais là, qu'en est-il de la cellule de libération à Cuba? Si, que pasa a Cuba? Ok, pendant ce temps, tout ne va pas pour le mieux à Cuba. Louise Cossette-Trudel et son mari, Jacques, sont les premiers à faire une demande pour quitter le territoire cubain parce qu'ils sont tannés de boire des pina coladas. Ils visitent l'ambassade de la France à la Havana en espérant recevoir un statut de réfugié politique, mais ça marche pas. Et là, en 1972, ils envoient une lettre à une ancienne collègue de classe, Louise Vandelac, qui est devenue journaliste à Montréal. Puis là, dans leur lettre, les Cossette-Trudel disent que « Ah, tu sais, on a beaucoup réfléchi à la situation, puis on désavoue les méthodes du FLQ, finalement. On s'excuse. Les kidnappings, puis les bombes, puis les actes de terreur, c'était une grave erreur, on s'excuse. On recommencera pas. On est aussi en train de réaliser que c'est très difficile de vivre sans liberté et sans indépendance matérielle. Bref, finalement, le contraire du capitalisme, c'est peut-être pas super, on est tanné. On veut revenir à la maison. Fait que là, en 1973, il y a un coup d'État au Chili pour renverser le gouvernement démocratiquement élu de Salvador Allende.
On s'en rappelle. Et là, On Jacques était là. Langto, il lit dans le journal que la France va s'ouvrir pour accueillir les réfugiés chiliens. Fait que là, il se dit, ben s'ils sont prêts à accueillir les Chiliens, ils doivent être prêts à accueillir leurs cousins du Canada! C'est pas Fait que là, comme ça Jacques que ça Langto- marche. Non, je sais bien, mais il va s'en rendre Écoute, compte j'aime bientôt. Là. l'optimisme. Fait que là, ben lui, Jacques Langto, sa femme Suzanne, Marc Carbonneau et Yves Langlois se rendent donc à l'ambassade du Canada à Cuba pour demander à obtenir des passeports pour pouvoir quitter Cuba. Puis là, le commis au comptoir, il est bien surpris de les voir là, parce que techniquement, l'ambassade, c'est un territoire canadien, mais il pourrait les Mais faire oui. arrêter direct là. Fait que là, il est comme... Vous avez du front autour de la Ouais. tête? Ouais. Puis là, finalement, il les arrête pas. Il va pas donner des passeports aux hommes parce qu'ils sont recherchés par le gouvernement canadien, mais en échange, il va en fournir un à Suzanne Langto pour elle et ses enfants, parce qu'il n'y a rien à voir là-dedans. Puis une pour la blonde de Marc Carbonneau. Fait que c'est toujours bien ça de gagner. Fait que là, Langto, Carbonneau, Langlois, les Cossette-Trudel, ils réussissent tout de même à obtenir des passeports éventuellement en discutant avec le ministre cubain de l'Intérieur, Manuel Piñero. Fait que là, c'est Cuba qui leur donne des passeports, là, tout le monde a des passeports, et ils vont pouvoir tous s'envoler, et ils partent pour Paris en juin et juillet 1974. Ah. Ça fait donc déjà 3 ans et plus qu'ils sont en exil. Fait que là, peu de temps après leur arrivée en France, la gang dépose une demande d'asile politique qui est refusée. Fait que là, Jacques Langto s'obstine et réussit à avoir une audience avec l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides. Puis là, il essaie de leur expliquer qu'il est un homme du peuple, tu sais. Moi, j'étais un gosseur de bois, hein. Puis Check les mes Français mains. sont confus. Moi, j'ai gossé des cannes à sucre avec mes mains, là. Puis, tu sais, je suis juste un homme du peuple persécuté. Puis là, Puis les Français sont comme, confus ah, parce vous que... faites de la babiche? Vous vivez dans un igloo? Puis là, les Français disent, mais sur votre formulaire, vous avez déclaré que vous étiez professeur de français. Êtes-vous un gosseux de bois ou un professeur de français? Faut vous brancher, Les là. deux. Puis là, Jacques Langto, il dit, non, vous comprenez pas, c'est une métaphore. Je veux dire que je suis une victime qui est pas en contrôle de son destin, OK? Puis là, Oh boy. les autorités françaises sont exactement, ils réagissent un peu comme toi, Mégane, ils sont comme « Oh boy, OK? » Parce qu'on a des réfugiés politiques qui sont actually victimes de répression au Chili. Que là. comme Fait sont que- pas une leur métaphore. famille s'est faite sacrer en Non. feu, là. Fait que là, ils demandent des précisions, tu sais. Êtes-vous victime de discrimination pour votre langue ou vos opinions? Est-ce qu'on vous a refusé le droit de travailler? Puis Jacques Langto est comme non, puis non. Fait que là, leur demande d'asile est encore une fois refusée. C'est ça. C'est quoi ton problème de bord, là? C'est quoi ton problème de bord? Fait que là, le séjour en France de la cellule de libération est vraiment pénible. Mais là, quasiment plus qu'à Je suis Cuba. comme, je m'excuse, mais c'est parce qu'en plus, quand on sait ce qui s'est passé au Chili, là, le pli de Jacques Langto, moi, présentement, je l'ai un petit peu dans le derrière. Là. Comme c'est Ouais, Pinochet ouais, qui a je pris le pouvoir au Chili, puis ça a été dégueulasse pour les gens Ouais, qui je vivaient sais. là. Fait que Jacques Langto, présentement, là, qui essaye de comme capitalize là-dessus, là, Il est comme... honnêtement, présentement, là, je suis un petit peu pas de Je me bonne suis humeur. coupé en faisant ma job avec une machette, là. Ok, Il me semble que cool. c'est aussi pire. On décapite des journalistes présentement au Chili. Ouais. Ouais. Ça aide à mettre les choses en perspective, pareil, hein? Hey, en En tout tout cas, cas. je m'excuse, Ouh. Fait que là, dès l'automne 1977, là, ça fait 7 ans quasiment qu'ils sont partis, là, les Cossette-Trudel, ils vont amorcer leur retour au Québec. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est eux autres qui vont amorcer le mouvement puis dire « Ok, nous autres, on est écœurés, là. » À ce stade-ci, ils ont eu 2 enfants pendant qu'ils étaient en exil, puis ils sont comme « Ok, on veut retourner chez nous avec notre famille, là. » Dont Alexis Cossette-Trudel, Qu'on ne salue pas. qui est né à Cuba, qu'on ne salue pas. Alors, pendant ce temps, il y a 11 felkistes derrière les barreaux, dont Paul Rose, Jacques Rose, Francis Simard, Bernard Lortie, mais aussi François Schirme et Oh! Pierre-Paul Geoffroy. Oui! Fait que Les personnages tous des premiers ont fait épisodes. des... Ils sont revenus, ils font un comeback, les personnages! Caméo! Et tous ont fait des demandes de libération conditionnelle qui ont toutes été refusées. Ils ont passé beaucoup de temps en isolation, chacun, parce qu'ils organisaient toujours des manifestations là, contre leurs conditions d'incarcération. Là. Puis là, en 1977, il y a un comité qui est formé, le Comité d'information sur les prisonniers politiques. Il est fondé par Rose Rose et Robert Lemieux, entre autres, et il fait circuler des pétitions pour la libération des prisonniers politiques du FLQ. La pétition, elle amasse 50 000 signatures. Fait qu'en mars 1978, Le Devoir publie une autre pétition signée par 400 personnes et demandant la libération des felkistes. Et ça fonctionne. Enfin, Bernard Lortie, lui, il est libéré en janvier 1978, Jacques Rose en juillet de la même année, et les autres, ça va venir bientôt. Fait que les felkistes commencent à sortir de prison. Et là, les Cossette-Trudel, là, ils reviennent enfin à Montréal en décembre 1978. Ils sont tous les deux âgés de 31 ans et ça fait 8 ans qu'ils sont en exil. C'est quand même épouvantable long, pour mettre là. les choses en perspective, ça aussi, Ouais. là.
Ils étaient très jeunes quand ils sont partis. Maintenant, ils ont 2 enfants, Alexis qu'on ne salue pas, et Marie-Ange qu'on ne connaît pas. Et ils sont accompagnés de 15 journalistes sur leur vol de retour. La police les escorte de l'avion à un véhicule de la police monté et leur voyage se termine dans une station de police de la ville de Montréal où ils sont interrogés, bien sûr. Le couple va passer le week-end en prison, mais sera libéré sous caution pour passer Noël en famille. De son côté, Jacques Langto, sa femme et leurs 3 enfants maintenant, parce qu'elle était enceinte et avait déjà un bébé puis un autre bébé après, ben ils rentrent au bercail en janvier 1979. Puis à ce moment-là, les journalistes sont choqués par l'apparence de Jacques Langto. Quand il était parti, il était un jeune étudiant là, avec les petits cheveux slicks à la tête séparés d'un bord, tout maigrichon avec le regard vif et la tête bien coiffée. Puis là, quand il revient, il y a des grosses poches en dessous des yeux, et il a l'air hagard, une grosse moustache et une petite bédaine, et il a maintenant 33 ans. Il a pris un maudit coup de vieux. Ouais, Oui. c'est pas facile, Les journalistes l'exil. sont comme c'est rendu moins glorieux, là, tout d'un coup. Elle était rough, sa métaphore. Fait que là, Marc Carbonneau et Yves Langlois vont aussi éventuellement revenir, et toute cette belle gang-là va passer en cours la même année. Ils vont être... Les Cossette Trudel apparaissent en cours le 31 mai 1979. Ils plaident coupables à complot, kidnapping et tout. Leur avocat fait valoir leur cause, par exemple. Ils ont passé 8 ans en exil. C'est une sorte de punition en soi. T'sais, effectivement, c'était pas le fun, leur exil. Ils étaient pas dans les hôtels tout inclus, là. Fait qu'ils sont condamnés à servir 2 ans moins un jour dans un pénitencier, puis 3 de probation. C'est à peu près la même chose qui va arriver à Jacques Langto. Marc Carbonneau et Yves Langlois, quant à eux, vont être comme trouvés coupables, mais ils vont pas faire de prison, parce que leur avocat va plaider la clémence pour eux. Après tout, Marc Carbonneau, à ce moment-là, il a près de 50 ans, qui sont comme tant qu'à être, il pourrait servir une sentence dans la communauté. Puis c'est la même chose qui arrive à Yves Langlois, qui fera pas de prison lui non plus. Fait que là, en 1980, il reste encore 3 felkistes en prison. La plupart ont été dans les 11, là, la plupart ont été libérés. Il y en reste seulement 3. Il reste Paul Rose, le plus dangereux de tous les dangereux, Francis Simard, et Pierre-Paul Geoffroy, qui avait posé une 40aine de bombes. Oh. Lui aussi, il est pas mal dangereux. Fait que Jacques Rose part une pétition pour faire libérer son frère. Oh. Puis là, il amasse 65 000 signatures. Oh, c'est cute! J'ai vendu mon frère! Paul Rose est libéré en 1982. Désormais, il a 38 ans. Vieux monsieur. Ses 2 parents sont... Ouais. Ses 2 parents sont décédés pendant qu'il était en Oh prison. non. Ouais, Rose. Rose Puis Rose. Monsieur Rose, qu'on sait pas son nom. Fait que là, Paul Rose, dès qu'il est libéré de prison, il part pour la Beauce, sans un mot aux journalistes. Il disparaît du monde public. C'est la même chose qui arrive à Francis Simard quand il est libéré de prison quelques mois plus tard. Fait que là, on est rendu à la conclusion. Que sont-ils devenus après tout ça? Que sont-ils devenus? Là, ils sont tous sortis de prison, sont revenus d'exil. Au total, les membres du FLQ ont passé un gros 282 ans combinés derrière les barreaux, pour tous les membres, C'est beaucoup. et 134 ans combinés en exil à Cuba, en France ou en Algérie. En 1985, Nathalie Petrovski a retrouvé la trace de différents felkistes et a fait un portrait d'eux dans Le Devoir. En préambule de son premier article, Nathalie Petrovski écrit ce très beau paragraphe d'introduction que je tiens à vous lire. Dans les rues fleuries de lampadaires, affichant désormais un calme suisse et blanc, les militants sont désormais absents. Disparus, évaporés, planqués, mariés, casés, recyclés, réduits au silence. Sans adresse de retour. Où sont-ils? Que font-ils de leurs 17 heures réglementaires punchées religieusement au nom de la noble cause? La question est intrigante. Comment peut-on se livrer corps et âme, jour et nuit à une cause? L'indépendance, le marxisme, la lutte des classes, le féminisme, la lutte armée. Comment peut-on se révolter, poser des bombes, voler des banques, brûler des pancartes et subitement tout abandonner, rentrer dans le rang et se taire? Elle écrit tellement bien, Nathalie Petrovski, je tenais à le dire. Elle écrit bien, Nathalie Petrovski. Fait que faisons un petit panorama de nos gros noms pour finir en beauté ce portrait du FLQ. Allons-y. Pierre Vallière, le monsieur de mots en haine blanc d'Amérique, il est demeuré un révolutionnaire longtemps après la crise d'octobre. Dans son entrevue avec Nathalie Petrovski, il se décrit comme étant hors cadre, hors circuit, en marge, et dit que c'est sa seule constante dans sa vie. Mis à part une panoplie de problèmes de santé. Par contre, sa perception de la lutte a changé. S'il écrivait auparavant que, et je cite, « C'est dans la rue et dans l'action que les combats se gagnent », fin de la citation, il a désormais changé de note. Il dit « Les raisons n'ont pas tellement changé, on pourrait encore poser de la dynamite partout, sauf que cette violence-là est tellement dérisoire devant la violence du pouvoir. C'est comme donner un coup de pied dans un meuble. C'est une violence désespérée et impuissante. » Pierre Vallière est décédé le 23 décembre 1998 à l'âge de 60 ans, aux suites d'une crise de cœur. Charles Gagnon, l'acolyte de Vallière dans ses histoires d'occupation et de grève de la faim, là,
Lui, il ressort amer de ses années de militantisme. Lorsqu'il est interviewé par Nathalie Petrovski, il habite chez des amis, il n'a pas de famille, pas d'enfants, pas de carrière. Il étudie en Sciences Po à l'UQAM et espère devenir professeur un jour. Il dit « Mon action militante est temporairement suspendue. Je n'ai pas évolué au point de devenir anti-militant, mais je me pose des questions sérieuses sur la portée de tels projets dans la conjoncture actuelle. » Charles Gagnon est décédé le 17 novembre 2005 à l'âge de 66 ans. C'est pas vieux. C'est pas vieux et ils ont tous fini par être assez désillusionnés. T'sais. Pour Pierre-Paul Geoffroy, de la série d'attaques à la bombe en 1968 et 1969, la réinsertion sociale après la prison a été extrêmement difficile. Le Québec libre, Geoffroy y croit encore en 1985 quand il parle à Nathalie Petrovski, mais ce qui l'a marqué le plus dans toute cette histoire, c'est la prison. Je le cite. « C'est X années de ta vie. C'est très violent en dedans, à un point tel qu'à ma sortie, j'étais incapable d'en parler sans brailler. C'était un trou noir. Dehors, t'es supposément libre, sauf que tu sais pas quoi faire avec ta liberté. T'as peur, tout va trop vite, t'as plus confiance en toi. Rencontrer du monde, c'est un enfer. Alors tu t'isoles malgré toi. J'ai pas réussi à savoir ce qui est devenu par la suite, mais je sais que Pierre-Paul Geoffroy est toujours vivant. Aujourd'hui. On espère qu'il a réussi à s'en remettre de ses expériences en prison. Paul Rose, notre King Rose. Lui, il a complété un doctorat en sociologie à l'Université du Québec à Rimouski, et ensuite il a enseigné là-bas. Il a essayé de faire carrière en politique, mais son séjour en prison l'en a empêché parce qu'il y a des lois pour t'empêcher de te présenter en politique si tu as un casier judiciaire. Contrairement à d'autres felkistes, lui, il a jamais déchanté. Il a même affirmé à Sylvain Blanchard du Devoir qu'il ne regrettait rien. Je cite « Je ne regrette rien. 70, les enlèvements, la prison, la souffrance, rien. J'ai fait ce que j'avais à faire. Placé devant les mêmes circonstances aujourd'hui, je ferai exactement la même chose. Jamais je nierai ce que j'ai fait et ce qui est arrivé. Ce n'était pas une erreur de jeunesse. » Donc Paul Rose, lui, a été convaincu jusqu'à la fin. Il est décédé en 2013 à l'âge de 69 ans et son fils, Félix Rose, est devenu cinéaste, et a réalisé un documentaire sur Paul Rose et Jacques Rose, intitulé « Les Roses », qui est sorti en 2020. Jacques Lanctot, il a continué à militer pour le reste de sa vie, mais différemment. Je le cite, « Il n'y a plus de lieu où militer de nos jours. Il n'y a plus de grands mouvements ensemble, plus de revues comme parti pris soucieuses de susciter les débats. Le Québec est devenu une société de plaisir. Depuis 79, donc depuis son retour, j'ai compris que travailler au niveau de la culture, c'est faire de la politique. » Donc, il a travaillé longtemps chez VLB Éditeur et il a fondé sa propre maison d'édition par la suite, les éditions Lanctot. Donc, Jacques Lanctot, lui, a troqué ses bombes pour un crayon. Et il est toujours vivant aujourd'hui. Francis Simard, il a publié en 1982 un livre sur la crise d'octobre, comme plusieurs d'entre eux. Il y en a certains d'entre eux qui ont écrit des mémoires. Son livre donne une très bonne idée de son opinion sur tout ce qui s'est passé. Ça s'appelle « Pour en finir avec Octobre ». Il a aussi collaboré avec Pierre Falardeau pour scénariser le film Octobre, inspiré de la cellule Chénier. Et pour finir, je vais vous parler de Louise Cossette-Trudel. Elle s'est séparée de son mari et elle est aujourd'hui connue sous le nom de Louise Lanctot. Elle a aussi écrit sur la crise d'octobre. Son livre à elle s'intitule « Une sorcière comme les autres ». Donc, elle a l'air moins écœurée par la crise d'octobre que Francis Simard. Je vais vous laisser avec une... oui, son livre a été publié chez Québec Amérique, quand même, en 1981. Je vais vous laisser avec une citation de Louise Lanctot qui provient de son entrevue avec Nathalie Petrovski. « J'ai voulu défoncer des portes et je me suis fait mal. Le militantisme, c'est une vision faussée de la réalité. S'engager politiquement, c'est décrocher de la vraie vie. Les militants se marginalisent et ont une courte vue des choses. Il faut être connecté, infiltré dans le milieu pour vraiment changer la société. J'ai flambé avec toutes les étiquettes. On a dit que c'est moi qui avais provoqué la crise d'octobre parce que j'ai voulu aller trop vite. Mais maintenant, je suis une vendue. On a voulu faire peser l'échec du mouvement sur moi. Les gars, eux, se sont appropriés le patriotisme. Ils ont mystifié leur courage pour mieux polir leur image publique de héros. Mais le problème, c'est que passer du pouvoir au contre-pouvoir, c'est quand même jouer sur le même axe symbolique. Et c'est sur cette réflexion-là que j'ai conclu ma série sur le FLQ. Voilà. Wow! C'est magnifique! Fait que ça finit avec beaucoup de désillusions, puis beaucoup de réflexions très intéressantes sur les actions que tous ces gens-là ont posées. Ça finit sur beaucoup de tristesse. Ça finit sur beaucoup de tristesse. Ouais. Pas en queue de poisson, mais quand même le témoignage de... Excuse-moi, j'ai oublié son nom.
Louise le Cossette-Trudel? Louise Cossette-Trudel, oui. Il y a quand même un peu d'espoir entre les lignes, si je peux dire. Là. Oui, il y en a, absolument. Puis je trouvais ça bien qu'elle décriait justement le fait que... C'est vrai qu'elle était très, très mal publicisée, mettons, dans les journaux, parce que c'était une femme, parce que c'est la seule femme publiquement dans le FLQ. Il y avait une autre femme dans leur cellule, puis on n'a jamais su c'était qui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ben oui, c'est ça, c'est la faute à Louise Cossette-Trudel. » Ils ont fait blâmer tout l'échec de leur mouvement sur ses épaules à elle. Puis dans le fond, c'est pas vrai. Dans le fond, il y avait pas juste du patriotisme puis du courage là-dedans. Il y avait aussi quelque chose d'un peu terrifiant puis d'un peu despotique. Puis c'est vrai qu'il jouait sur le même axe symbolique que les pouvoirs contre lesquels il s'élevait. C'est intéressant quand même. Oui, vraiment. Oui. Mais là, Catherine. Voilà. Oui. Est-ce que tu veux révéler la surprise que t'avais cachée dans ta petite poche de jeans? Hey, j'ai découvert la semaine passée que tous les axes étaient alignés, puis toutes les choses que j'aimais étaient interreliées. Que tout est dans tout. Parce que tout est dans tout. Vincent Guillaume Otis, mon cher Babine, a interprété Paul Rose, non pas une, mais 2 fois. Wow. D'abord dans La Maison du Pêcheur, le film, et ensuite dans la série sur René Lévesque. Puis là, je pense qu'il n'y a pas plus de signes de l'univers que Vincent Guillaume Otis devrait être invité à notre podcast. Bientôt. Il y aurait bien des choses à nous dire. Écoute, puis j'étais tellement contente de savoir que mon amour pour Vincent Guillaume Otis et mon amour pour Paul Rose pouvaient être combinés. Oh! Écoute, ça se peut-tu des coïncidences de même dans la vie, hein? Bientôt, Vincent, on t'attend! On t'attend! Viens nous parler de ton expérience d'interpréter Paul Rose! Parle-nous ça n'a pas d'allure pareil, hein? On dirait que c'était arrangé avec le gars de C'était tout un hasard, là. C'était vraiment fou. J'en ai parlé toute la semaine, là. Je suis toute énervée. Ah, mais c'est correct, c'est un gros... Pas une, 2 fois. 2 fois, là. 2 fois? C'est quoi les chances là. que tu joues 2 fois la même personnalité historique quand t'es un comédien? Hein? C'est fou. C'est fou. C'est complètement sans mots. fou. Je suis sans mots, moi aussi. Puis là, je vais enfin pouvoir arrêter de vous parler du FLQ. Oh. Êtes-vous content? Bon. Non! C'est quoi l'intéressant? C'est fini, là! Un peu déçu, là. Ouais, c'est fini! Ça faisait partie de notre quotidien, parler du FLQ. Mais c'est fini, maintenant, il n'y en a plus de FLQ, OK? C'est comme sortir de prison, là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout notre temps à pas parler du FLQ? Comme Pierre-Paul Geoffroy, c'est ça. Ouais. Mais là, on l'a pas eu, notre pays. Le FLQ, c'est mort, OK? Mais... il y a juste moi pour vous en parler. Tout le reste du monde s'en fout. Voilà. Mais si vous voulez un complément à l'épisode d'aujourd'hui, si vous me permettez, les filles, je vais faire une petite recommandation de quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Oui. C'est un documentaire sonore qui avait été fait pour Télé-Québec en 2019 par Jenny Cartwright et qui s'appelle Debout et qui raconte la lutte des femmes pour faire partie des jurys en 1971. Donc, le Front de libération des femmes. Et il y a beaucoup de références au FLQ là-dedans parce que, dans le fond, le mouvement était parmi eux. On avait Marjolaine Péloquin et Lise Balser, qui a été soupçonnée d'avoir fait partie du FLQ. Oui, c'est ça. Et pour vrai, c'est un épisode de 1h15, 1h30, et c'est super intéressant, c'est super bien fait. Il y a de la musique de l'époque, des témoignages de l'époque. Moi, je vous le recommande vraiment chaudement. C'est pas disponible sur Spotify, il faut vraiment que vous alliez sur le site de Télé-Québec, mais vous avez juste à googler Debout et Télé-Québec et ça va vous le donner. Vraiment, c'est une écoute que je vous recommande chaudement. C'est super intéressant pour cette partie-là de notre histoire et pour un petit peu faire une parallèle avec le FLQ. Puis, en plus, ça se termine sur une bonne note parce que les femmes ont gagné et maintenant, elles ont fait partie des jurys. Il y a eu un jury. Il y a eu des femmes. On l'a eu, notre pays. On l'a eu, notre jury. On l'a eu, notre pays, nous autres. Et on l'a eu. Pour vrai, c'était une excellente série et Jenny Cartwright a fait un travail absolument incroyable. Alors, si vous voulez un petit complément à l'épisode d'aujourd'hui, je vous le recommande chaudement. Et sinon, on vous remercie d'avoir été avec nous cette semaine. Et là, je pense qu'on peut faire notre big reveal qu'on avait tenté la semaine passée, Catherine et moi. Alors, sur notre boutique, pour octobre, nous allons avoir un t-shirt et une tasse en hommage à la crise d'octobre, où vous pourrez voir une illustration de Paul Rose qui tient son café bien haut dans les airs et qui vous dit qu'on va l'avoir, notre café. Et là, on tient à remercier spécialement la famille Rose
parce que nous sommes entrés en contact avec Félix Rose pour lui demander la permission de faire ça. Et nous avons eu la bénédiction de la famille Rose. Alors, on vous remercie du fond du cœur d'avoir accepté notre offre. Et ils nous ont souhaité bonne chance pour le podcast. Et pour vrai, ça nous a fait chaud au cœur. On était vraiment touchés. Alors... J'en pleurais. Oui, on était... J'en revenais simplement pas. Merci. Alors, merci infiniment, Félix Rose, pour ta générosité. Alors, sachez que oui, on a la permission de la famille Rose. Ce n'est pas de l'exploitation. Non, c'est ça. C'est ça aussi la raison pour laquelle on peut pas vendre des chandails avec la face de Vincent Guillaume Otis, parce qu'il est moins généreux que Félix Rose, puis il nous a jamais donné son accord. Mais on l'a pas contacté directement non plus, on sait pas comment. Vous l'avez juste invité par les ondes. On va juste le stalker. On essaie juste de faire de la télépathie. On va juste le stalker sur la rue Saint-Charles à Longueuil, où est-ce que District 31 est filmé. C'est ça. Voilà. Si vous voulez un jour avoir un chandail avec la face de Babine et que vous savez comment le contacter, mettez-nous en contact avec lui puis on va vous arranger ça. On va essayer en tout cas. Ou de Éric Bruno. Mais il sera sûrement pas d'accord. Mais on va essayer pareil. En tout cas. Ou de Éric Bruno, parce que vous êtes beaucoup à avoir aimé notre illustration de Éric Bruno sur les réseaux sociaux. Et justement, dernier rappel, parce que là, j'ai calculé. Et c'est demain que nous allons être au Festipod pour présenter un épisode live. Oui, j'ai calculé avant qu'on commence à enregistrer. Alors, c'est demain que Catherine et moi allons faire partie du Festipod. Le Festipod est en cours présentement. En fait, il y a des épisodes qui sont enregistrés aujourd'hui. Mais demain, dimanche 3 octobre, nous allons être au pub L'Adversaire pour enregistrer un épisode live dans le cadre du Festipod. Là, on est le 11 septembre. Le rendu au 2 octobre, écoutez, je sais pas s'il va encore avoir des billets, mais sachez qu'il y a 2 manières d'assister à l'événement. Alors, si vous voulez y assister en virtuel, c'est 8 $. Si vous voulez être en présentiel, c'est 15 $. Mais naturellement, vous aurez besoin de votre passeport vaccinal pour venir assister à l'enregistrement. Et nous, ça nous ferait super plaisir de vous rencontrer. Sachez que ça va être un épisode exclusif, alors on ne ressasse pas des vieilles histoires de crime et on boit pas du vieux café. On a juste du neuf pour vous autres. Et ça va nous faire super plaisir de vous dire bonjour et de mettre du crime dans votre café live. Oui! Et sinon, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, nous sommes sur Facebook, @unpeudecrime, et sur Instagram, un peu de crime dans ton café. Si vous avez des suggestions de cas, des suggestions de café, ou juste pour nous dire bonjour, veuillez nous écrire unpeudecrime@gmail.com. Si vous êtes Vincent Guillaume Otis et que vous voulez nous donner votre approbation pour qu'on vende des t-shirts avec votre face, je le vous vois, je suis polie à ce point-là. On vous assure, on t'assure, mon chum, Vincent Guillaume Otis, qu'on n'est pas si pire que ça dans la vie. Écris-nous. Écris-nous, unpeudecrime@gmail.com. On n'est pas si creepy. On n'est pas si creepy. Alors, on vous dit à la semaine prochaine pour plus de café et plus de crime. Et sinon, pour ceux et celles que ça intéresse, nous allons maintenant commencer les 2 minutes de Babine qu'on va faire short and sweet. 2 minutes de Babine. OK, partner. Là, j'espère que tu vas bien, que tu viens pas de manger, parce que je vais te raconter une histoire juste un petit peu dégueulasse, OK? Qui s'est passé ici au district. OK. T'es prêt? OK. T'es prêt, mon chum? T'as piqué ma curiosité, mon chum. Alright. Fait que là, mange pas pendant que je te raconte ça. Non. C'est pas si pire que ça. OK. Fait que là... Tu me fais peur, là. Un beau matin, il y a un monsieur qui vient au district pour faire une déposition à Noélie. Ouais. Il dit qu'il veut faire une plainte contre sa femme, qu'il veut la faire arrêter. Parce que sa femme, elle a coupé son pouce pendant qu'il dormait avec un sécateur. Ah! Arc! Puis d'ailleurs, le monsieur... Mais c'est donc ben random! Fait que d'ailleurs, Pourquoi? le monsieur, il a la main dans un bandage, tu sais. Puis là, Noélie a dit « Ah, ça a dû faire mal. » Puis le monsieur, il dit « Ah, j'avais pas mal bu, je me rappelle de rien. » Et là, on commence à voir, autour du bureau à Noélie, Babine, qui cache sa face dans ses mains parce qu'il rit ben trop. Et là... C'est pas le temps de rire, Patrick Bissonnette! Et là, Noélie, elle demande « Ben là, monsieur, pourquoi qu'elle vous a coupé votre pouce? » Puis le monsieur, il dit « C'est parce qu'elle avait besoin de mon pouce pour ouvrir mon téléphone. » Ben voyons donc! Puis là, Poupou, qui se mêle pas de ses affaires, il se revire devant puis il dit « Ah oui, pour le pouce button. » Puis là... Quoi?
Puis là, juste C'est quoi ce humour de boomer, là? Qu'est-ce qui se passe? rant. D'habitude, Poupou, c'est mon boy, là. Mais il y en a des meilleurs jeux de mots que ça, là, comme Poupou, t'aurais pu dire, ben oui, elle en avait besoin pour pousser le bouton. Elle était right there. Ben là, oui. Luc Dion, Elle était là. Luc Elle Dion, était là, la joke. Prends-la. écris-moi. À cette heure, c'est moi qui écris pour Poupou, OK? Personne d'autre. Non. C'est mon boy. Pause button. OK. Poupou, quand il dit ça aussi, il sortait pour pas rire, là, comme il se mord les joues. Puis entre-temps, Babine, il a juste pogné une filière, il s'est caché à la face, puis il s'en va en courant parce qu'il rit trop. Puis Michel Charette aussi, il se peut plus. Mais Noélie, elle a laissé de garder son calme, là. Professionnel comme Puis là, jamais. elle dit, OK, mais là, présentement, au moment où on se parle, il est où votre pouce? Puis le monsieur, Ouais. il dit, ben, elle l'a flushé dans les toilettes. Oh! Oh! Puis là, ça... C'est comme un pire Lorena Bobbitt, mais drôle. Fait que là, il dit, en tout cas, je veux faire arrêter ma femme, tu sais, parce qu'elle a coupé mon pouce, puis c'est vraiment pas nice. Mais tu sais, mettez-la pas en prison, là, je veux au moins qu'elle ait un avertissement. Là, Noélie, tu vois qu'elle aussi, elle sortit pour pas rire, pis elle est comme, t'as rangé ça, mon chum, pas de trouble. Puis là, elle va demander à Jérôme d'envoyer des patrouilleurs. Mhm. Et là, fast forward quelques minutes plus tard dans l'épisode, une madame pas très commode qui rentre dans la salle de conférence avec Jean-Loup, le hot dog Duval puis Babine. Mm. Là, ils disent... Le hot dog. Là, elle dit, hey, vous me faites perdre mon temps, maudit, 2 polices à part de ça, nos taxes qui payent ça. Qu'est-ce que vous voulez, ma gang de maudits fatigants? Puis là, Bruno Gagné, il dit, ben là, madame, c'est parce que vous avez commis un crime, là, vous avez coupé le pouce de votre mari, puis c'est pas correct, tu sais, c'est voies de fait avec lésions graves et permanentes. Mhm. Puis pourquoi vous avez fait ça? Puis elle dit, moi, un gars qui cache tout le temps son téléphone, je le sais qu'il me cache des affaires. Puis j'avais raison. Puis là, Bruno, il demande, qu'est-ce qu'il vous cachait? Puis elle dit, il regarde tout le temps des films de cul sur son téléphone. Mais là, il en regardera plus. Elle est tombée désaxée, la madame. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, il en regardera plus parce que là, il en regardera plus parce qu'il n'y a plus de pouce. Et là, Babine éclate de rire. Puis là, la madame, elle te le fout droit du regard, puis elle dit « Ah, puis lui, il trouve ça drôle! » Puis là, Patrick Bissonnette s'excuse, puis il est comme « Excusez, madame, c'est parce que je suis nerveux. » Puis là... Good Oui. save. Fait que là, Bruno, il Good dit save. « Écoutez, madame, on va devoir vous faire passer devant le juge, mais on vous mettra pas en dedans, on va vous relâcher avec promesse de comparaître. » Puis elle dit « Hey, je suis obligée, j'ai d'autres choses à faire de mon après-midi, moi, là. » Puis là, Bruno, il dit « Ben, Mais voyons donc. madame, c'est pas une option, là. Si vous acceptez pas, nous, on vous met en prison. C'est pas une offre que je te faisais, là. C'est pas, tu fais-tu quelque chose cet après-midi? Non, ça te tente d'aller en avant d'un juge, là. » Puis là, la madame, elle soupire. Puis là, elle est comme « Ok, fine, whatever. » Puis là, Bruno, il dit « Ben, oh non, Patrick. » Il dit « Là, madame, là, vous allez me promettre, là, que vous attaquerez plus jamais à votre mari de même, là. » Elle dit comme « Ben non. » Puis il s'en sort bien, parce que moi, j'avais une autre idée en tête quand j'avais mes sécateurs dans mes mains, laissez-moi vous le dire. Lorena Bobbitt. Lorena Bobbitt. Puis là, Oh! la scène se termine sur un Patrick qui n'est pas capable de ne pas rire. Alors voilà. Hey, c'est pas drôle l'histoire de John et Lorena Bobbitt, c'est pas. Babine. Arrête de Elle rire. pas peur de tout. Non, ça l'est pas. Mais Non. là, partner, c'est parce que moi, j'ai comme Ouais. une petite suspicion que Ouais. Babine, Jean-Loup, le hot dog Ouais. Duval, puis Poupou, Le hot dog. Ouais. ils savaient pas qu'est-ce qui s'en venait. Parce que la manière que les acteurs rient, ça a de l'air genuine. Parce qu'on voit Noélie prendre la déposition, puis on voit Vincent Guillaume, en arrière, essayer de cacher sa face dans son bras. Et Sébastien Delorme essayer de cacher sa face en arrière d'un dossier. Et Michel Charette rentrer sa face dans ses mains, puis comme essayer de retenir son rire autant que possible. Ben, écoute, avec ton œil de lynx, là, t'es en train de voir dans les dessous de District 31. Ouais, je regarde les dessous à Poupou. Checker les bobettes à District 31. Voilà. Hey, c'est très possible, écoute. Fait que c'est ça, mon chum, qui s'est passé cette semaine Toute une au histoire, mon district. chum. Fait que le pouce, on l'a jamais retrouvé, il est dans le fond du Saint-Laurent. Merci de m'avoir conté ça. Hey, c'était toute une histoire. T'es en train de dire que nos toilettes s'en vont dans le fleuve Saint-Laurent, toi, là? Non. Wesh. Pauvre baleine. Non? Ok, tu me J'ai rassures, rien dit. là. Je vais pouvoir dormir la nuit, maintenant. Ouais, mais dors avec des mitaines, juste pour être sûr. Ouais. Des mitaines en côte de maille, c'est comme les bouchers. Là. Ouais, c'est ça. On sait jamais. Ou regarde pas de film de cul sur ton téléphone, c'est la même affaire. Fait que c'était ça. Alright. C'est ça, partner. C'est tout un cautionary tale sur les films de Tout porn. un cautionary tale de ma gang de cochons, faites pas Ouais. ça. La leçon, aller cochon en mode incognito. C'est un cochon. Oui, c'est ça. Un cochon narry tale. Mais moi, en plus, j'ai pas de téléphone que t'as besoin du pouce pour l'ouvrir. Moi, c'est ma face. Elle aurait coupé toute ta t'aurais- face. Elle t'aurait C'est pas ma décapité. face, s'il vous plaît, j'en ai besoin. C'est les dangers de la porn, là, on vous avertit. Ah, plein de dangers. Vous Ah. pourriez devenir sourd ou vous faire couper un peu. C'est Ouais. vrai. Fait que, 10-4 partner.
14, mon chum. Yes.